Canal 2 International, votre télévision, vous présente Canal Presse. L'actualité à travers le regard de vos différents quotidiens. Bonjour madame, monsieur, bienvenue à Canal Presse. Plaisir renouvelé de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour suivre cette émission dominicale. Voici le sommaire de Canal Presse comme tous les dimanches. Il n'y avait pas grand monde dans les bureaux des services publics au Cameroun en fin de semaine dernière. Du moins, les directeurs de nos administrations publiques, tenus par la célébration à la base de l'an 32 du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour l'occasion, le thème de la messe du vendredi a tourné autour du soutien à Paul Biya pour la consolidation de l'unité et de l'intégration nationale. C'était agréable des Batoufam à Boliko et des Bipindi en Kolofata. Agréable parce que les militants ont fait foule autour d'un pot, tant pis pour les agapes intellectuelles. Les opposants en ont profité pour dire tout le bien qu'ils pensent du statut du secrétaire général du comité central du RDPC, lui donc qui a rang de ministre et qui, selon un gros mensonge, émarge au budget de l'État. Les mêmes opposants du week-end font savoir que le RDPC étant un parti État, il ne saurait en être autrement. RDPC, parti des paradoxes, que l'âme de Charles Atebe repose en paix, que ce parti donc donne aussi à saisir ces scores électoraux que le système et les mécanismes électoraux favorisent. 148 députés sur 180, 82 sénateurs sur 100, vous avez dit égalité et équité démocratique. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, Bamenda n'aura pas eu raison de la session parlementaire en cours au Cameroun. Alors que Papa Marcel a été reconduit, le très honorable Kava Yege Djibril a été lui réélu avec peu de douleur. Et c'était le fait du SDF, Denis John Fundi, qui avait émis une motion question de revoir la disposition du règlement intérieur relative à la représentation sociologique au bureau. Le RDPC a vu en cela les débrouilles des députés SDF qui jouaient peut-être leur mandat. Pendant ce temps, l'on a constaté que la chaise de l'honorable Yurba était vide. Des députés qui, apparemment a fugué, a en son temps décrié le fait que l'inéquité était érigée en norme. Pour lui, l'écart c'était aussi la trop grande longévité des amis du président Paul Biya au poste de pouvoir. Avec lui, certains ont dit, toujours les mêmes, depuis 50 ans au moins. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre et Sono, bon appétit à ceux qui sont d'ores et déjà à table. Nous allons déroger à la règle dans l'agencement de ce programme en attendant que nos invités arrivent dans ce studio. Les invités qui sont pris dans un énorme embouteillage du côté de Loncac pour une cérémonie qui se déroule de ce côté-là. La route est quasiment barrée, on ne roule pas, donc un embouteillage monstre qui s'étend sur près de 2 km. On va donc en attendant permettre à nos invités qui arrivent au compte-gouttes, on va prendre exceptionnellement la revue de presse feuilletée pour vous et par nous. C'est avec Debo Harley, MDP. Bonjour, de la visite du chef de l'État en Italie, voilà qui fait la une de Cameroun Tribune qui présente Paul Biya et Sergio Mattarella en revue des troupes au palais de la Quirinal. Hot News rapporte que le président camerounais a eu droit à un accueil des plus triomphal. Benvenuti in Italia, l'excellence du Cameroun, tout en italien vante une coopération vieille de 55 ans, coopération riche et diversifiée qui monte en puissance d'année en année. D'année en année, justement, les plus grandes compagnies italiennes au Cameroun opèrent dans l'exploitation et la transformation du bois. Mutation parle d'une relation en bois massif, sans oublier la religion, l'un des piliers du partenariat. L'éducation, parce que les étudiants camerounais constituent le plus gros effectif en Italie et la tendance est même à la hausse avec l'introduction de l'apprentissage de l'italien dans les programmes de 66 établissements secondaires au Cameroun. Et enfin la santé maternelle,
Plus d'une centaine de centres de santé sont issus de la coopération entre l'Italie et le Cameroun. Convergence de vues donc entre les deux pays pour reprendre de Spax. Accord parfait selon Cameroun Tribune sur la lutte contre le terrorisme et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Autre retombée de cette visite, Diapason évoque la réactualisation des mécanismes de financement au développement du Cameroun et l'annulation de la dette envers l'Italie. Mais la note salée de cette visite était sans doute la sortie du chef de l'État qui vantait les opportunités du pays tout en faisant l'éloge de la longévité au pouvoir. L'info du Cameroun à propos de cette sortie parle d'un chef d'État cohérent et ambigu qui s'affirme comme étant le maître du jeu politique au Cameroun et de s'assurer une longévité aux affaires. Kava et Enyat restent justement aux affaires. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont été reconduits cette semaine, mais rapporte émergence, pendant près de 2 heures, les députés du SDF ont bloqué le déroulement de l'élection, exigeant le vote d'une loi qui permettra de choisir un anglophone au poste de président de l'Assemblée nationale ou de vice-président. Peine perdue, il fallait compter avec la majorité du RDPC. Un parti au cœur des paradoxes, titre baromètre communautaire, sorti de fonds baptismaux le 24 mars 1985 à Bamenda. Aujourd'hui, la présence du parti est de plus en plus mal vécue dans la capitale régionale du Nord-Ouest. À la une de mutation, ces militants qui disent agir au nom des idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui ne sont pas toujours ceux des ténors du parti, on les appelle les frondeurs qui rament à contre-courant au nom de la rigueur et de la moralisation. Pour le quotidien de l'économie, en restant un machin au mains de Paul Biya, le parti au pouvoir s'est mué en pouvoir tout court. Ses piliers sont à la manœuvre pour que le système gouvernant reste sous contrôle. Dans le ND par exemple, l'absence des bureaux parlementaires rend inaccessibles les députés et sénateurs RDPC. Selon ND-Info, il y a rupture entre l'élite politique et la base. Meta Keremouna était convoqué au secrétariat d'État à la Défense cette semaine. Les taux se resserrent-ils autour de l'avocat, s'interroge la nouvelle. Kamer Presse parle de l'audit commandé par le chef de l'État à la CNPS. La banque des retraités au budget de 200 milliards est écartelée entre la norme nationale de gestion en contradiction avec la norme internationale. Pour signature, la Cameroun Telecommunication vit peut-être ces derniers jours sous sa structure et son nom actuel. La Banque mondiale exige son démantèlement et le journal des regrettés qu'une autre entreprise de souveraineté est en voie de passer aux mains des étrangers. Les souhaite MC. À dimanche, si plaît à Dieu. Voilà, merci Debo Harley en DB, retour dans ce studio, heureusement, malgré cette route centrale principale barrée à Yaoundé, nos invités ont fait des pieds et des mains pour arriver dans ce studio, situation très malheureuse que les autorités devront désormais prendre en compte pour pouvoir permettre aux citoyens de circuler librement, surtout un dimanche. On accueille nos invités qui sont d'ores et déjà là. Je commence par l'honorable Ali Bachir. Honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Boubangomna. Avec vous, on parle du chef de l'État qui a effectué une visite d'État du côté de l'Italie. Il a été reçu également au Vatican par le Saint-Père. Comment avez-vous accueilli cette actualité ? C'est une activité très positive. Déjà, je voudrais signaler qu'avant cela, le ministre de l'économie du plan, M. Léopold Moutazé, a fait le déplacement de Ngaoundéré, là où des dons ont été donnés à la région de l'Est et la région de l'Adamawa. Nous avons reçu pour plus de 500 millions de dons en termes d'équipements scolaires, d'équipements de centres de santé, des salles de classe qu'on a construites. Et ce qui s'est passé quand même en Italie était fort impressionnant. Vous avez vu quand même, on suit les visites de chefs de l'État, mais c'est très rare de voir ce qui s'est passé. Il y avait environ 30 motards qui accompagnaient le chef de l'État. Et nous avons vu la communauté camerounaise sur au moins 11 kilomètres. Il y avait des Camerounais qui ovationnaient le président de la République. Donc nous voyons déjà le président
qui est acclamé de l'autre côté de l'Occident. C'est pas chose coutume. Nous sommes quand même habitués à ce que souvent ça se passe pas de cette façon. Et tel que ça a été vu, je pense que c'est une très très bonne chose. C'est le rayonnement de la diplomatie camerounaise et aussi le président de la République qui est en train de montrer tout son charisme, toute sa notoriété. C'est en réalité une reconnaissance. Parce que quand il faut voir ce que... Et puis dans les coulisses, on apprenait que c'était quand même ce qui a été fait à Yaoundé. Il ne voulait pas louper le coach, il voulait faire quelque chose qui ressemblait à ce qui a été fait au Cameroun, à Yaoundé. Donc nous comprenons aussi que ceux qui viennent souvent en visite au Cameroun sont impressionnés de l'accueil qui leur est réservé de ce côté. Et puis de l'autre côté, ça s'est fait. Et n'en parlons pas des retombées économiques, le partenariat, vous voyez, Nord-Sud, et ça a changé de façon d'être. On n'était pas habitué à tout ce qu'on a vu et je crois que c'est une très très bonne chose. Et puis on ne pouvait pas attendre moins du chef de l'État. On nous a habitués quand même, c'est quelqu'un d'une très grande expérience et on sait qu'il ne fait pas les choses à moitié. Quand il a décidé d'aller en Italie, c'était très très important et nous l'avons constaté. Je crois que c'est une très très bonne chose. C'est le rayonnement du Cameroun, c'est le rayonnement de la diplomatie camerounaise. On ne peut que s'en satisfaire. Merci Ali Bachir. Georges Alain Boyomon, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba Ngomna, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. Alors avez-vous le sucre qui s'est fait de plus en plus rare sur le marché? On parle de plus en plus du mois de Ramadan qui court un risque énorme de ne pas pouvoir satisfaire les musulmans. Comment comprendre cette situation qui perdure sur le marché? Je dirais que c'est une nouvelle alerte rouge sur un produit de grande consommation. Elle est d'autant plus rouge cette alerte que nous nous situons à quelques encablures d'une période charnière en matière de consommation de sucre. Il s'agit de la période du Ramadan. Les musulmans vont entrer en pénitence et généralement ils consomment beaucoup de sucre. Chaque année, on est dans une espèce de jeu du chat et de la souris, dans une espèce de ping-pong entre la SOSUCAM et un certain nombre d'importateurs qui estiment effectivement qu'il n'y a pas assez de sucre pour couvrir la demande. Et cette année, le PDG de SOSUCAM lui-même a concédé que cette société n'est pas en capacité de produire assez de sucre pour tout le monde. Et du coup, je pense qu'il faut, si cela est avéré définitivement, il faut réautoriser les importations de sucre pour que la demande soit couverte. Il faut dire, on n'y va pas de gaieté de cœur parce que l'idéal serait que le sucre que nous consommons ici soit produit sur place. Mais si la SOSUCAM elle-même importe déjà, pourquoi on interdirait aux autres de ne pas importer? L'objectif étant, comme je l'ai dit, de satisfaire tout le monde. Nous savons que généralement, au-delà des questions religieuses, c'est également d'une certaine manière une question politique. Imaginez qu'en plein Ramadan, qu'il n'y ait pas assez de sucre, avec tous les francs-tireurs qui manœuvrent d'une manière ou d'une autre sur la question de Boko Haram, ils peuvent trouver du grand amour. Donc il faut toujours faire très attention à ces questions-là. Des questions religieuses, elles peuvent facilement glisser sur des questions politiques et donc je pense que le gouvernement doit tirer toutes les conséquences. Alors le gouvernement doit tirer toutes les conséquences. Cette semaine on a vu la sortie du président directeur général et puis la sortie du ministre du commerce, mais les importateurs s'insurgent en faux et se disent que pourquoi est-ce que la SOSUCAM, qui est une société d'État, doit importer alors que eux ils n'en ont pas le droit. Justement, c'est un deux poids deux mesures qui ne s'explique pas. C'est un deux poids deux mesures qui ne s'explique pas. Il y a, je crois que c'est depuis 3 ans pratiquement que les importations ont été interdites. À l'époque, on se disait que c'était une décision informée, une décision qui s'adossait sur des réalités structurantes, mais au fil des années, on a constaté que c'était un peu une décision à l'emporte-pièce, puisque chaque année, la SOSUCAM reconnaît qu'il y a des problèmes de production, reconnaît qu'il y a des problèmes de capacité technique, reconnaît qu'il y a des problèmes pour couvrir la demande. Du coup, il faut peut-être revenir à la situation précédente où on avait des importateurs qui œuvraient dans le domaine et qui couvraient toute la demande. J'espère que le gouvernement qui tient aux questions de paix sociale et autres va rapidement prendre les mesures qui s'imposent parce que le Ramadan approche. Vous-même, vous êtes un musulman, j'imagine que vous insistez parce que vous êtes de cette obédience-là également. Donc voilà, on espère que les choses vont
vont aller dans le bon sens. Merci Georges Alain Boyomo, c'est pour l'intérêt en général, c'est pas juste parce que je suis musulman. Maître Sim, bonjour, bienvenue. Merci Bouba, bonjour, bon dimanche à ceux qui nous regardent dans le pays et en dehors de nos frontières. Alors près de 10 arrondissements sans sous-préfet, comment comprendre cela dans le fonctionnement administratif au quotidien de ces populations? Bien écoutez, lorsqu'on pose une telle question, on va encore dire que Maître Simvien fait une mauvaise foi de leader d'opposition en donnant une réponse qui pourtant apparaît pour tout le monde évident. Comment on explique que les arrondissements puissent rester 10 ans sans sous-préfet? Mais on a oublié de dire que dans le centre, on a perdu un gouverneur, on a attendu beaucoup de mois pour le remplacer. Donc on oublie toujours ces choses-là. Non, mais je pense qu'il s'agit là simplement du mal-gouvernance. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. L'administration ne peut pas tolérer que pendant des mois et des semaines, il y ait des postes qui restent vacants. Surtout quand c'est des arrondissements qui sont, je vais dire, excentrés. Imaginez par exemple que Yingui, qui est un endroit assez lointain, fasse un an sans sous-préfet. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, on me dira certainement qu'il y a un adjoint qui va faire l'intérim, mais ce n'est jamais pareil lorsque le titulaire n'est pas là. Celui qui est là fait ce qu'il peut en se disant de toute façon, je fais le minimum, mon poste n'est pas celui-ci, j'attends. Donc je pense que c'est un signe de malgouvernance et je pense que l'autorité qui est en charge de nommer ces gens doit pouvoir être plus proactive. Surtout ceux qui proposent l'élimination au chef de l'État, c'est à eux qu'il faut lancer l'interpellation pour que lorsqu'il y a un poste vacant, que cela soit réglé assez rapidement. Voilà, je pense que cela étant dit, on n'observera plus ça. Mais c'est un problème récurrent, Bouba, dans l'administration et même dans les postes de directeurs généraux. Parfois, il y en a un qui part et on attend très longtemps avant d'en nommer un autre. Voilà, je ne sais pas, ce n'est que la malgouvernance. Ce n'est que la malgouvernance, c'est votre avis. Maître Emmanuel Sim, par ailleurs, avocat au barreau du Cameroun, vice-président du MRC. On accueille Christophe Mienzok. Christophe, bonjour, bienvenue. Bonjour, Bouba. La grippe aviaire refait surface dans la région de l'Ouest. Une mauvaise nouvelle pour les aviculteurs. Oui, très mauvaise pour les aviculteurs et aussi pour l'économie camerounaise. C'est un problème, de la même manière que Georges Alain Boyomo parlait du sucre tout à l'heure. C'est des problèmes qui deviennent un peu cycliques dans notre pays et on peut questionner la manière dont ces questions sont prises en compte à la fin. Est-ce que des réponses ponctuelles sont suffisantes? Est-ce qu'il ne faut pas chercher des réponses dont les conséquences, dont les effets seront beaucoup plus efficaces à long terme? Il y a à peine 2 ans, il y avait déjà eu ce problème de grippe aviaire. Et des mesures ont été prises, aussi bien à l'ouest que dans certaines autres régions, ici dans le centre. Et voilà que à nouveau, on entend parler de grippe aviaire, de la même manière que la pénurie annoncée du sucre. Donc, il me semble que c'est des problèmes beaucoup plus profonds et structurels que épisodiques, ponctuels. Donc, il faut à des réponses, à des préoccupations comme celle-là, des questions comme celle-là, il faut également des réponses beaucoup plus... comment dire ça, des réponses à long terme. Et je ne crois pas que le fait de calmer un début d'épidémie de grippe aviaire ponctuellement va résoudre le problème. Peut-être faut-il prendre donc une fois pour toutes des mesures radicales, quitte à ce que les producteurs souffrent un temps, mais sachant que les mesures qui auront été prises le sont pour l'intérêt général et que les solutions, elles, vont être efficaces sur le long terme. Merci Christophe Mienzok. Dernier invité sur ce plateau, le professeur Claude Abbé. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Boubangomna, bonjour à tous ceux qui participent à cette émission, autant
aux téléspectateurs. Marine Le Pen, reçue par le président Idriss Déby en pleine campagne présidentielle du côté de la France. Comment est-ce que vous avez entrevu, vous voyez cette information? Pour moi, c'est un non-événement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en quête des suffrages des Français et qui se balade à travers le monde pour polisser une image symboliquement de présidentiable. Ça n'intéresse pas vraiment les Africains. Par contre, je me permettrai, avec votre permission, de revenir sur les deux éléments qui étaient tout à l'heure analysés par M. Boyoumou et M. Mienzok, pour dire que sur ce même plateau, et coïncidence des coïncidences, j'étais déjà avec M. Boyoumou, nous le disions, qu'on a aujourd'hui un nouveau type de Camerounais qui se sont créés, qu'on appelle les vulnérocrates. C'est-à-dire les gens qui ont fait de la vulnérabilité des autres un fonds de commerce. Et leur pouvoir d'enrichissement, c'est autour de la vulnérabilité. Ils créent de la vulnérabilité partout et ils se nourrissent de cette vulnérabilité-là. Ces gens-là se recrutent dans quel domaine? C'est des enseignants comme vous? Non, généralement, c'est les pontes du régime. Suivez mon regard pour ce qui concerne la grippe aviaire, qui l'a amené au niveau du Cameroun. Je l'avais déjà dit sur ce plateau. L'affaire est partie de la ferme avicole de Mvoubeti, dont on ne sait pas jusqu'aujourd'hui quel est le véritable statut. Comment elle a été cédée du public au privé. Et aller voir qui étaient effectivement les gens qui ont fait cette session-là, qui nous ont apporté cette affaire ici et qui vivent de ça. Et malheureusement, le pauvre Camerounais qui lui essaye d'entreprendre à partir de sa pauvreté, subit ça au quotidien. Il en est de même de la question du sucre. Je ne voudrais pas revenir sur la longévité des individus au niveau d'un certain nombre de postes. Si on se rend compte que le problème est récurrent, ça veut dire qu'il y a sûrement un problème de gouvernance, ça veut dire qu'il y a sûrement un problème de management et qu'il faut tirer les conséquences qui s'en suivent. Je ne voudrais pas indexer ici des personnes, mais je parle en termes d'une réponse structurelle. M. Mienzok, dont je partage l'analyse à ce niveau-là, l'a dit, qu'il s'agit d'un problème structurel. Et quand un problème devient d'ordre structurel, ça veut dire qu'il faut questionner toute la chaîne pour essayer de changer le logiciel qui va avec pour qu'on ait des réponses idoines. Et je ne comprends pas que on fonctionne dans le domaine du sucre à géométrie variable. Aujourd'hui, c'est la libéralisation, demain, c'est le monopole. Après, c'est la libéralisation selon les intérêts des uns et des autres, qui entrent encore dans la matrice explicative que j'indiquais, à savoir ces vulnérocrates qui vivent de notre vulnérabilité, en la créant, en la nourrissant et en l'entretenant. Merci, professeur Claude Abbé. Les 5 invités sont installés. On va peut-être, avec le concours de la régie, prendre une courte petite pause, juste le temps de préciser que désormais, Canal Presse, ce sera tous les dimanches à partir de 11h. La raison, Canal 2 ayant signé un contrat de partenariat avec la Ligue professionnelle de football. Vous savez, la retransmission des matchs en direct sur Canal 2. C'est à partir de 15h, donc juste après Canal 2 qui démarre désormais à 11h jusqu'à 13h, Jambo. Et juste derrière, vous aurez bien entendu la retransmission tous les dimanches de matchs de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Une petite virgule, on se retrouve juste derrière pour les deux thèmes. Voilà, retour sur ce plateau. On va prendre la première thématique consacrée au Parlement. Parlement, on prend les mêmes, on recommence. Nyat Ndifendi et Kavaï Dibril reconduits au perchoir. Alors, je commence par vous, honorable Ali Bachir. Certains observateurs s'accordent à dire que la montagne a accouché d'une souris. C'est votre avis?
Bon, mais moi je ne sais pas ce qu'ils attendaient de tradition parlementaire. Même pas un changement? Non, mais les changements, c'est souvent un début de législature, même dans les grandes démocraties, quand on reconduit, tout au début, ça va jusqu'à la fin. Et puis après, c'est quand même des hommes de très grande expérience. Je suis parlementaire, je vois, il y a bien des situations que très peu peuvent en sortir, tel que Cavaille le fait. Il maîtrise avec maestria ce qu'il fait, alors il ne faut pas changer pour changer. Il faut changer quand il y a des nécessités. Et puis, bon, mais là, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y avait comme nécessité? Vous savez, qu'il y a autant que le professeur parlait d'un certain genre d'individus. Moi, je voudrais parler aussi des Camerounais, les vulnérocrates. Voilà. Mais moi, je voudrais parler des pyromanes et des alarmistes. Donc, pour parler du sucre, par exemple, pour revenir, avant de continuer avec le sujet du Parlement, c'est un problème qui peut ne pas exister. C'est un problème d'intérêt, en fin de compte. Des gens mettent ça sur la place publique juste parce que peut-être d'autres veulent l'importer et qu'il y a des intérêts à sauvegarder. Donc, moi, je prends le contre-pied de sa thèse. C'est qui en français facile ce que je disais. Oui, ben, c'est ça, mais c'est le contre-pied. C'est le contre-pied de ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que je disais. Oui, mais c'est le contre-pied, c'est pas la même chose. Hein. C'est la même chose en réalité, ce que je disais. Oui, mais vu de l'autre côté. Vu de l'autre côté. De toutes les façons, pour revenir sur l'Assemblée nationale, je pense que ce qui s'est passé, ça va en droite ligne de la tradition parlementaire. Moi, j'y suis depuis 15 ans et je regarde les autres parlements des autres pays dits démocratiques, en tout cas ceux qu'on dit plus démocratiques que les autres. Ça se passe exactement de la même façon. En début de législature, on change. C'est vrai que le règlement intérieur prévoit que chaque mois de mars, on reconduit le même bureau, mais généralement c'est la forme. C'est pas ce qui est dit. Si, c'est chaque mois de mars. On ne reconduit pas le même bureau. On ne reconduit pas, mais on ne peut pas laisser qu'ils désinforment les... S'il vous plaît, non, le mois de mars, il y a des élections qui se déroulent. Chaque mois de mars. Mais les traditions, l'usage dans le domaine veut qu'on reconduit généralement le même bureau. Ça se fait partout. D'accord. Ok. Maître Sim, vous vouliez dire quelque chose à la suite de Honorable Ali Bachir. Vous semblez dire qu'il dit des contes de vérité. Mais bien absolument. Nous avons lu tous le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous le connaissons. C'est quoi la précision? Non, il ne peut pas dire aux Camerounais que chaque début de mois de mars, on reconduit automatiquement le même bureau. Ce n'est pas vrai. Il y a une élection qui est prévue. La pratique camerounaise, il a bien révélé, on attendait quoi? Mais il a raison de dire ça. Les gens attendaient quoi en fait? Que le président Biya quittant le Cameroun pour l'Italie, et puis après, il n'est pas revenu apparemment le président. Pourtant la tournée est finie. Donc après l'Italie, avant son départ, il a bien dit que voilà, il a laissé des instructions pour que son ami Niat, sénateur nommé par lui-même, dans un système de séparation des pouvoirs, soit reconduit à la tête du Sénat et que Cavaillé Djibril, 30 ans bientôt, soit reconduit à la tête de l'Assemblée nationale. C'était prévu comme ça. Donc, Bachir a dit que les gens attendaient quoi? On n'attend rien. En fait, on n'attend plus rien de ce que les Bachir font. C'est ça le drame Bachir. On n'attend plus rien de vous. C'est le drame des Camerounais. Et comme vous le dites, j'ai froid au dos de l'entendre dire par un jeune comme vous. Il dit à la télévision dimanche, qu'est-ce qu'on attendait? On attend quelque chose de ceux qui nous gouvernent. C'est pas ce que merci d'apprendre que... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il ne faut pas changer juste pour changer. Voilà, merci pour la précision. Il dit qu'il ne faut pas changer pour changer. Merci d'apprendre que on ne doit plus rien attendre de vous, ni à l'Assemblée, ni au Sénat. On a pris acte, mais on le savait déjà en tout cas. Donc, lorsqu'il le dit, je pense que c'était bien, et M. Abbé a réagi promptement, comme moi, nous sommes des juristes, on ne peut pas laisser qu'on dise une telle chose sur un plateau où nous étions assis quand même. Voilà, donc je voulais le redire. Ok. Alors, Georges Alain, bien avant l'élection de Cavaille et de Niat, il y a eu quand même une convocation au niveau du comité central. C'était pour donner des consignes? Oui, c'est devenu une tradition dans le sens de mon aîné Ali Bachir, qui est par ailleurs sympathique. Bon, en fait, la tradition au sein du RDPC et de notre Parlement est une tradition à rebours de ce qui se passe dans des pays sérieux. Il n'est consigné nulle part dans le règlement intérieur du RDPC de l'Assemblée nationale que chaque mois de mars on reconduit le même président, encore moins le règlement intérieur du Sénat. Donc
Malheureusement, il n'y a plus de suspense. Il n'y a plus de suspense, il n'y a plus cette glorieuse incertitude qui est liée à toute élection. On se dit, on prend les mêmes et on recommence. Et parlant précisément de l'assise du Palais des Congrès, c'est une assise rituelle d'infantilisation des parlementaires. Ils vont leur donner des consignes comme des élèves du primaire. On leur dit, dès que vous allez arriver au palais de l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire va se lever, il va investir tel candidat. Ensuite, il faut absolument le voter. Garde à ceux qui vont se mettre en marge de la consigne présidentielle. Et donc, on est finalement habitué à cela et on a fini donc par normaliser cet écart, parce qu'il s'agit d'un écart qui tue un peu, je dirais, l'enjeu démocratique. L'enjeu démocratique, c'est d'autant plus qu'on se disait qu'on était dans un contexte précis, un contexte où il y a une crise anglophone, où il y a des revendications, quelquefois maximalistes, mais également des revendications légitimes de la partie anglophone, qui réclame notamment la deuxième personnalité au plan protocolaire de l'État, c'est-à-dire le président du Sénat. C'est une position que les anglophones tenaient au lendemain de la réunification, donc ils sont en droit de la revendiquer une fois de plus. Le président a fait la sourde oreille, mais personnellement, moi je n'ai pas été surpris, parce que changer l'une des deux têtes du Parlement serait, je dirais, révéler son jeu par rapport à la suite, en termes d'équilibre sociologique dans l'appareil d'État. Donc, une fois qu'on avait peut-être changé au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, il fallait s'attendre à des changements au niveau du gouvernement, au niveau de la Cour suprême. Or, le président n'aime pas se faire lire, le président aime rester indéchiffrable. Et donc, il préfère il préfère ne pas fonctionner sous la dictée de l'opinion publique. Il est resté fidèle à lui-même. Maintenant, est-ce que ça dans la tête du Sénat, voilà. Est-ce que ça profite au peuple camerounais? Ils disaient non, parce qu'on a quand même besoin que l'élite administrative et politique circule, qu'il y ait cette circulation, pour qu'il y ait des gens qui arrivent et qu'il y ait de nouveaux, qui sont requinqués, qui sont frais et qui ont des défis à relever pour le bien-être des populations. Pour ça, Claude Abbé, tout à l'heure, l'honorable Ali Bachir semblait dire qu'il ne faut pas changer pour changer. L'honorable Kavaïeki est un homme pétri d'expérience, donc c'est the right man to the right place. Pour vous, vous attendez à quoi exactement? Quel scénario? Est-ce qu'on vend l'expérience dans une boutique? Moi, je l'aurais acheté. Hein. Il y a longtemps que je l'aurais acheté. Vous voulez être président de l'Assemblée? Non. C'est-à-dire pour devenir beaucoup plus sérieux. C'est-à-dire quand vous dites... c'est pas parce que quelqu'un a mis long à un endroit. Et moi, je voudrais même sortir en fait des querelles d'individus. On est rentré dans une nouvelle armature institutionnelle avec le Parlement bicaméral. Ce qu'on aurait dû probablement s'attendre, c'est que 4 ans après, qu'est-ce que cela donne? J'ai été à une émission dans une chaîne concurrente où j'ai découvert que la navette parlementaire au niveau de l'ingénierie de la production des lois, elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand l'Assemblée a fini de faire son affaire, le Sénat n'a point connaissance de cela. À partir de là, oui. Non, mais je pense pas. Monsieur Menzor, vous allez être étonné, j'étais là avec 2 parlementaires, donc je vais citer les noms. Monsieur Sonken, qui est sénateur, et monsieur Gaston Comba, qui est parlementaire, qui est député. L'un du SDF et l'autre du ils étaient tous à cette émission-là. C'est-à-dire que je parle là en tant que sociologue à partir des faits qui sont... À la télé Cameroun, je parle là à partir des faits. Et le député du RDPC n'a point remis cela en question. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas fait, mais c'est les lois qu'on vote qui sont transmises au niveau du Sénat. Non, mais c'est des énormités quand même. Non, ce ne sont pas des énormités. C'est des énormités, professeur. Quand vous aurez fini, vous me direz. Non, mais c'est des énormités, donc reprenez-vous. C'est quoi la norme? L'Assemblée vote les lois. Je vais redonner la parole. L'Assemblée vote les lois, et c'est ces lois-là, avec les amendements qui sont transmises au niveau du Sénat. C'est la continuité, naturellement. Ça, c'est le principe. Non, mais c'est le principe, et ça se fait comme ça. Mais attendez, moi je suis en train de vous parler. Oui, que ce soit les lois, mais non, c'est des contre-vérités. Là, c'est le principe. C'est des contre-vérités. Maintenant, je parle des faits. Les faits, vous voyez, moi je voudrais sortir des querelles d'individus.
Nous sommes bien loin de là. Nous sommes loin de là. Nous sommes loin de là maintenant. C'est pas ça. Les faits. Pour moi, le plus important, c'est de voir comment l'ingénierie institutionnelle se met en marche de manière à ce qu'on assoie un travail de ces institutions qui soit un travail rationnel, qui puisse en réalité apporter un plus aux Camerounais. C'est la première chose que l'on peut constater, que l'une et l'autre chambre s'ignorent. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Excusez-moi, vous n'avez pas le monopole de l'observation. J'ai pas le monopole. S'il vous plaît, vous allez le permettre. Oui, mais j'incarne cette institution. Non, vous ne l'incarnez pas. Honorable, s'il vous plaît. Honorable, s'il vous plaît. C'est des contre-vérités. C'est pas possible. S'il vous plaît, honorable. C'est pas vrai. C'est les lois votées à l'Assemblée avec tous les amendements et les virgules. On vous a compris. On vous a compris. Vous avez dit que c'est pas vrai. Et poursuit son argumentaire. Deuxième élément. Depuis que ces deux chambres-là ont été mises en place, on s'attendait à ce que ce ne soit plus uniquement des projets de loi qui soient votés par le Parlement. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration de ces chambres. Je mets M. Bachir au défi de me montrer une proposition de loi depuis 4 ans qui a été effectivement votée par ce Parlement. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas un problème d'individu. Moi, je voudrais pas. Il y a un problème de tradition. Non, vous me laisserez terminer cette fois-là. Non, mais vous avez parlé. Vous m'avez interpellé. Vous m'avez interpellé. Je parle avec autorité. Vous m'avez interpellé, cher monsieur. Professeur Claude Abbé et Ali Bachir. Jusque-là, nous ne voyons pas ces améliorations en termes de gouvernance et sur le plan managérial qui sont effectivement mises en route de manière à ce que nous soyons rassurés que ceux-là qui sont censés, en réalité, cette institution qui est censée aujourd'hui nous élaborer les lois qui pourront amener le Cameroun à se positionner en termes de gouvernement, nous ne sommes pas rassurés. Et donc, de mon point de vue, ce n'est pas un problème d'individu. Alors, Christophe Mienzok, tout à l'heure, Georges Alain Boyemo parlait des réclamations des anglophones qui réclament un poste de président et un poste de vice-président. On a comme l'impression que le chef de l'État, à l'issue de la réunion du comité central du RDPC, n'a pas entendu les cris de ces anglophones. Bon, moi je n'ai pas envie d'être sympathique sur ce plateau. Je voudrais vraiment dire les choses telles que je les vois, telles que je les vis. Je voudrais d'abord dire que ce ne sont pas des consignes qui sont données aux députés, aux sénateurs. Il s'agit de les informer des investitures qui sont accordées aux militants, qui sont des élus, et qui vont donc aller briguer des postes qui au Sénat, qui à l'Assemblée. Parce que là-bas, il y a une élection. On a bien vu d'ailleurs ce qui s'est passé à l'Assemblée, comment par le jeu de la maîtrise du règlement intérieur, le SDF a voulu influencer l'élection du premier vice-président de l'Assemblée. Donc je voudrais d'abord réfuter le terme consigne. Il n'y a pas de consigne. Les députés sont suffisamment libres. Mais les textes du parti prévoient que le parti, à travers le comité central, accorde les investitures. Et je crois que tous les partis au monde le font. La première précision que je voulais donner. Mais là, dans ce cas, c'est pas vrai, Christophe. C'est les statuts de notre parti. Christophe, le mot intérieur. Mais si. Dans le Parlement, non. Christophe, le mot consigne n'est pas péjoratif. Nos textes, les textes du RDPC, disent le contrôle des élus. Le contrôle des élus se fait à travers 3 instances, pour les 3 assemblées qui existent aujourd'hui, les conseils municipaux à travers le groupe municipal, je voudrais terminer au niveau du Parlement, le jeu parlementaire habituellement. Si les débats au Parlement sont libres, le vote, lui, est toujours partisan, quelle que soit l'institution. Tout à fait. Quelle que soit l'institution. Merci. Et l'autre chose que je voulais également apporter, précision que je voudrais apporter, c'est que je ne connais pas beaucoup de parlements où
les bureaux ne sont pas renouvelés chaque année. À travers le monde. Voilà. Je vous le disais. Beaucoup, c'est-à-dire que la majorité des parlements dans le monde, les bureaux qui sont élus ont un mandat d'1 an. Ils sont renouvelés. Voilà. De par le monde. Donc là, sur ce point-là, vous ne pouvez pas faire. Maintenant, le fond du débat, c'est quoi? Et je voudrais, il y a un mot que Georges Alain a utilisé, l'enjeu. Je crois que ce qu'on voudrait là, c'est qu'on fasse du jeu politique. C'est-à-dire que, bon, les Camerounais veulent voir une valse, comment on dit ça, les chaises musicales, un jeu de chaises musicales. Mais les enjeux sont beaucoup plus importants que ce petit jeu-là. Les enjeux sont beaucoup plus importants. Et là, je termine sur ce que, prof, vous avez dit tout à l'heure. Nous sommes à la 4e année du bicaméralisme camerounais. Donc il ne reste plus qu'un an. Donc vraiment tous ceux qui voudraient évaluer, faire un bilan de la contribution du bicaméralisme à l'amélioration de la production législative pourraient quand même souffrir d'attendre un an de plus. Et puis à la fin du mandat, il y aura donc forcément ce renouvellement. C'est ce que mon camarade Bachir Ali a voulu dire tout à l'heure là. Ok. Donc, tout simplement, donc, je comprends le désir de renouvellement, les gens veulent du sang sur les murs. Bon, lui, il a vraiment l'intelligence de dire non, je ne veux pas, il ne veut pas, comment dire, personnaliser le débat, mais c'est ce que les gens veulent. C'est ça que les gens, c'est-à-dire que les gens en ont marre, entre guillemets, de voir Cavaille, certains en ont marre de voir M. Nyat qui est là, mais les enjeux, tels que le président de la République, lui, les porte, et par rapport à l'ensemble de la nation, il a estimé que ces deux-là devraient encore continuer. Et puis le mandat va donc arriver à son terme. Et on verra. Je voulais vous relancer tout à l'heure, mais juste une petite précision. Vraiment une précision. Je voulais dire à Christophe que le mot consigne de vote n'est pas nécessairement péjoratif. Une consigne ne lie pas l'électeur. C'est une consigne de vote. Ça veut dire que lorsqu'on le dit, on peut donner une consigne de vote. On a vu Adama Maudit ne pas respecter les consignes de vote. Ça arrive par ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est obligé de personnaliser le débat. Parce que toute institution ne vaut que par la personne qui la dirige. Je considère que le président de l'Assemblée nationale, qui a mis 25 ans pratiquement à ce poste, est l'incarnation de l'affaiblissement de l'institution parlementaire. Si on met un nouvel homme à la tête de cette institution, sa jeunesse, sa fraîcheur d'esprit va irradier tout le Parlement. Vous savez pourquoi non, il ne faut pas, en même temps, non, il n'y a pas, vraiment, on est obligé de personnaliser le débat, parce que je vous assure que si vous, professeur Claude Abbé, vous êtes chef de département, vous avez une manière vous aurez certainement une manière de diriger les choses au-delà de ce qui est encadré, au-delà de ce qui est couché dans le marbre du règlement intérieur, je dirais par exemple de l'université où vous travaillez. Il y a votre style personnel. Or, on considère que ceux qui sont à la tête des deux institutions parlementaires aujourd'hui, ce sont des gens d'une certaine époque qui fonctionnent avec des réflexes d'une certaine époque. Or, aujourd'hui, on a besoin des gens qui peuvent prendre des risques mesurés, des gens qui peuvent bousculer des choses qui sont considérées comme intégrées dans des sentiers battus. On a besoin de ce genre de personnes. Et du coup, moi je pense que on est dans une espèce d'hypocrisie. C'est-à-dire, autant ce n'est pas un débat d'homme, autant on devrait également reconnaître qu'il s'agit d'un problème d'homme. Un problème d'homme. Monsieur Mienzorki, DG de l'Assemblée du Palais des Congrès, on voit bien, je ne sais pas pour lui jeter des fleurs, on voit bien le style de management qui est le sien par rapport à une certaine époque. C'est d'abord un problème d'homme. On vous a compris, Georges Alain, sur la question du groupe parlementaire. Voilà, je voulais parler. Moi, je crois que, à défaut de, s'il vous plaît, à défaut de parler de consigne de vote, comme il le disait, moi, je pense que c'est une concertation qui s'y déroule.
c'est juste pour un problème. Oui, oui, c'est un problème d'organisation. S'il vous plaît, n'interrompez pas. Écoutez, s'il vous plaît. Non, écoutez, il y a l'administration du parti qui a le recul nécessaire pour observer et savoir, par exemple, qui il faut à quelle place. Mais quand on se réunit au palais de congrès, dans le cadre du groupe parlementaire, chacun peut être candidat. Nous sommes souvent passés au vote au palais du congrès. Mais c'est pour qu'on sorte de là et qu'on parle tous d'une seule et même voix. C'est une organisation. Dites-vous que qui se passe à la réunion. Le problème qu'il y a eu avec Adama Modi, justement, il n'y avait pas eu de réunion du groupe parlementaire ce jour-là. Et nous sommes arrivés, Adama Modi avait posé sa candidature. Est-ce que c'était un problème? Non, mais c'est un problème puisque ça doit se faire à l'intérieur du parti, à l'intérieur du groupe. Juste pour vous relancer, honorable. Vous savez bien, honorable, vous savez bien que... Non, c'est un débat, on doit se relancer. Juste, honorable, je voudrais dire que, puisque vous convoquez des cas d'ailleurs, vous savez comment fonctionnent les groupes parlementaires ailleurs. Il y a un débat permanent à l'intérieur du groupe pour que les députés, pour que l'administration du parti dise voilà les représentations démocratiques que nous voulons. Il n'y a eu jamais de débat dans votre groupe. Jamais de débat. On vous donne des consignes. On ne vous a jamais donné des consignes. L'instance du parti dit ce qu'elle pense. Parce qu'ils sont là, ils travaillent au quotidien. Ils sont là, c'est leur boulot. Ils nous observent et puis ils disent qu'on pense que tel peut faire l'affaire. Et à ce moment, lors du groupe, si vous voulez être candidat, vous pouvez l'être. Hein, et on demande qui d'autre est candidat ou qui d'autre a à redire sur ça. On débat, on se concerte, c'est des concertations. Moi, je crois que c'est des pratiques démocratiques. C'est une très bonne organisation. C'est le lieu pour moi de louer l'organisation du RDPC. C'est pour cela que le RDPC demeure un parti leader au Cameroun. Nous sommes organisés et vous parlez des concertations permanentes. Effectivement, ce n'est pas lors du bureau seulement qu'on se concerte. Lui qui est au palais de congrès et qui est aussi du RDPC, il le sait. On se concerte presque... Non, mais c'est un lieu de réunion. Nous louons ces espaces pour nos réunions parce que c'est une salle pour contenir assez de grands... Alors, Maître Sim, après la reconduction de Kavayegué et puis de Niapt au Parlement, peut-on s'attendre à une espèce de rééquilibrage francophone, anglophone au gouvernement? Ben, je sais pas, ça m'intéresse même pas. Moi, je pense que les questions, et j'ai aimé ce que l'abbé a dit, parce qu'en fait, on pense toujours que c'est des affaires de personnes. Moi, je me pose des questions structurellement, comme pour la grippe aviaire. À quoi sert ce Parlement aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est la question. On a dit qu'on attend encore 1 an pour évaluer, mais 1 an, c'est bientôt. On y arrivera. À quoi sert le Sénat, franchement? Tel que ça fonctionne. Honorable, vous savez très bien que quand vous votez les lois à l'Assemblée nationale, et qu'elles vont au Sénat, elles reviennent à vous, telle quelle, sans aucune virgule, ça ne sert donc à rien. Même lorsqu'il y a une virgule, l'Assemblée nationale peut ignorer absolument. Oui, mais ça c'est prévu. Vous vous souvenez de l'immunité des membres du gouvernement? C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. On ne discute pas là-dessus, s'il vous plaît. On ne discute pas là-dessus. Monsieur Abbé, la loi prévoit que si le Sénat met une virgule, l'Assemblée est le dernier mot pour... C'est logique. C'est clair. Ce que je dis, c'est que le Sénat ne fait rien. Il n'enlève jamais une virgule. Et donc, du coup... Pour vous, le Sénat ne sert à rien? Vous vous souvenez bien de l'immunité des membres du gouvernement? C'était au Sénat que ça a été revu, l'immunité des membres du gouvernement. C'est en capacité de gouverner, c'est le Sénat, comme on a fait au Sénégal. On a mis là 100 personnes, 100 Camerounais, qui nous pompent de l'argent dans un pays qui est lourdement endetté, qui a des problèmes aujourd'hui de sucre. On a mis des gens là qui ne servent strictement à rien. Ils ont des budgets, ils ont des voitures, ils ont tout cela. Mais à quoi ce Sénat sert honnêtement? Ce pays a fonctionné pendant 45 ans, 50 ans sans Sénat. Il a bien fonctionné, M. Benzok. Ça ne sert à rien. Ça, c'était un moyen de distribution. Et pire, on est quand même une curiosité mondiale. Dans un système de séparation des pouvoirs, on a mis en place un mécanisme du parti discipliné pour que le président du parti, qui est président de la République, encore une curiosité camerounaise, puisse nommer des gens au Sénat. 30%. Au point que c'est même un des membres nommés du Sénat qui en devient président. Bon, bah, c'est des questions de fond qu'il faut régler. Et c'est des questions institutionnelles très fortes qu'il faut régler. Parce que tant que ça fonctionne comme aujourd'hui, Niat fera 50 ans bientôt comme Cavaillé, qui est encore là pour très longtemps, ça ne changera pas, sauf si il fait des élections chez lui. Deuxième chose, maintenant on parle des propositions de loi. Je vais vous dire, et M. Bachir le sait, des partis politiques, en tout cas le mien, le MRC, a déposé au bureau de cette Assemblée nationale
des propositions de loi qui n'ont jamais été examinées. Or, la loi prévoit qu'après 2 sessions, la conférence des présidents est obligée d'examiner les propositions de loi qui sont déposées par les députés ou par les partis politiques à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'ils ne font pas. Donc, les gens travaillent, envoient, parce que souvent on dit que l'opposition ne fait rien, mais non, on travaille. On propose même des solutions pour le Cameroun à l'Assemblée, mais la majorité obèse fait que rien ne bouge. Donc je dis ceci, il faut simplement passer à une étape supérieure. Et puis même... Le championnat national de football Ligue 1 reprend droit de cité sur la chaîne leader Canal 2 International. Est-ce qu'il y a but? Oui, on a la surprise générale. Vivez en direct ce dimanche 26 mars la 6e journée de la Ligue de football professionnel du Cameroun avec le top match. Le duel au sommet, Union sportive de Douala, Racing de Bafoussam, au stade de la réunification de Bépanda. La beauté du football, quand on est au rendez-vous sur Canal 2 International. Live Sport, c'est sur Canal 2 International. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Canal 2 International. Je vous donne désormais rendez-vous pour la grande interview. Pendant 90 minutes, l'actualité nationale et internationale est analysée par des politiques, des acteurs économiques, des leaders de la société civile, des icônes du sport, des arts et de la culture. Ne manquez pas le rendez-vous. Lundi sur Canal 2 International. Quels sont les effets du tabac sur les vaisseaux sanguins? Alors, le tabac a plusieurs effets. Pour commencer au niveau des poumons, vraiment avant d'arriver aux vaisseaux sanguins dont vous parlez, les poumons, comme vous savez, le tabac ça signale. Tous les lundis, à partir de 15h, il suffit de 26 minutes pour que Mireille Flormanet et ses équipes abordent un sujet de santé sous tous ses prismes les plus pertinents. L'hépatite virale B ou C, il faut aller vers le médecin. Le traitement est disponible. Il n'est pas forcément non accessible parce qu'aujourd'hui l'État et le ministère de la Santé prennent les choses en main et nous accompagnent dans cette lutte-là. La vie de l'homme de la rue, l'éclairage d'un reportage d'enquête et l'expertise d'un personnel de santé est l'ossature principale de Check-up, le magazine de santé pour l'information, l'éducation et la sensibilisation des masses aux questions essentielles liées à la santé. Retrouvez Mireille Flormanet tous les lundis à 15h dans Check-up sur Canal 2 International. En ce qui concerne la bilharziose, il y a d'autres complications graves qui peuvent arriver. Dimanche sur Canal 2 International. Tu peux me tourner avec un enfant de ton âge. Hein? Merde! Ah? Je l'ai vu dans les amoureux, dans la rue avec l'une de ses maîtresses. Il n'avait même pas honte du regard du public, ces deux dévergondés. Quand on te demande de manger un peu, tu veux manger la nourriture de tous les quartiers. Oh, à cause de ton poids maintenant, on ne parvient même plus à pousser. Si je ne remettais pas, tu devais me faire quoi? Pauvre petite veuve. Maman. Oui, mon fils. Jette un coup d'œil là. C'est ce que je prévois comme construction du trousseau pour le bébé. Kai! Kai, voilà! C'est-à-dire,
Vous faites déjà les bêtises. Voilà, retour sur ce plateau, hein, toutes nos excuses pour cette interruption d'énergie. Nous sommes de nouveau à l'antenne et c'était Maître Emmanuel Sim qui avait la parole. Oui, je terminais d'ailleurs pour dire que il est important pour moi de savoir comment l'institution parlementaire fonctionne. C'est le plus important. Les hommes, c'est vrai, Georges Alain donne l'impulsion, mais il faut d'abord qu'il y ait l'institution qui soit forte. Donc je terminais pour dire que M. Bachir le sait là aussi, les députés viennent à Yaoundé, venant de tout le pays. Ils viennent à Yaoundé et ils dorment, ils ne font rien. Vous allez à leur hôtel, vous découvrez que parfois c'est le matin qu'on met au tableau qu'il y a ce parlementaire aujourd'hui. Et les lois doivent être données, les projets donnés aux députés au moins 15 jours avant, leur sont présentés le matin. Même quand c'est des projets importants comme le code pénal la dernière fois, comment attendait-on que des députés qui parfois n'ont pas, qui pour beaucoup n'ont pas la culture de juriste, et même pour nous qui l'avons, puissent en 24 heures étudier un tel projet et apporter quelque chose d'efficient? C'était impossible, mais c'est voulu comme ça au Bangomna. Parce que en fait ces gens dont la mission est de produire des lois et des bonnes lois font des marchés publics. D'ailleurs on leur donne 8 millions de francs. Ces 8 millions honorables, c'est 10 déjà apparemment. Chaque année, on donne l'argent aux députés pour faire des projets. Pourquoi? C'est pas leur rôle. Ils ont un rôle de c'est des micro-projets parlementaires. C'est pas Monsieur Bachir. Le député n'a aucun rôle de faire. Connaît sa circonscription mieux que le rôle du député n'est pas de développer le pays. C'est des micro-projets, des choses, des interventions ponctuelles dont le député a connaissance. Laissez-moi terminer sur mon idée. Vous ne l'arrachez pas. Ok, terminé. Donc, M. Bachir, c'est vraiment une chose du Gondwana, ce que vous faites là. De donner des micro-projets à faire à des députés, ce n'est pas leur travail. C'est un dépannage. Parce qu'ils sont en train de faire à la fois le travail de contrôle, comme parlementaire, et d'exécution. Ces 10 millions, qui les contrôle, M. Bachir? Donc, je pense que c'est tout le mécanisme en cause gouvernemental. Non, quand on sera au pouvoir. Chuter pour ça. Non, c'est des questions institutionnelles que le MS au pouvoir va régler. Et les choses, c'est un système en fait qui est mal monté. Et lorsque les machines vont bien fonctionner, tout va aller tout à fait normalement. Alors, Georges Alain, on a assisté quand même cette semaine à une espèce de comédie, de théâtre à l'Assemblée nationale, avec cette question de la première vice-présidence où le SDF voulait absolument, alors que les textes ne le prévoyaient pas. C'est ça que la question des hommes ne peut pas être aussi facilement évacuée. Monsieur Cavaille sait comment il joue généralement avec ses amis du SDF depuis un certain temps. Et également qui... Comment? C'est l'opposition. Moi j'ai dit c'est à vous, avec ses amis du SDF. Ce ne sont pas ses ennemis non plus. Vraiment, qui savent que vraiment à un moment donné il faut introduire des choses irréalisables pour monter les enchères. Et après il y a un jeu qui se joue, ceux qui voient ça de l'extérieur sans... Surtout devant les caméras. Devant les caméras, ceux qui regardent ça de l'extérieur sans un minimum de maîtrise du fonctionnement du Parlement se disent que les choses bougent. Et justement c'est la gesticulation comme Claude Abbé aime bien le dire. Il n'y avait pas de chat à fouetter de ce point de vue là. Je pense, au-delà de ce que Maître Sim dit, il y a beaucoup de parlementaires qui proposent des choses. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas d'Ali Bachir qui est membre de la commission des finances et du budget, qui certainement fait toujours des propositions comme d'autres, Gaston Combat et d'autres. Mais il y a un règlement intérieur qui est handicapant, il faut qu'on le reconnaisse. Au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée aujourd'hui est anachronique. Lorsque vous voyez comment les propositions de loi se fracassent sur l'obésité du RDPC, vous pensez pourquoi? C'est parce qu'il y a un règlement intérieur qui ne permet pas justement que ces propositions-là aillent au-delà de la conférence des présidents. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça qu'il faut. Elle n'y arrive même pas. Voilà. Notre n'y est jamais arrivé. Voilà. Il faut donc lui-même dire que après 2 sessions, il faut donc la conférence des présidents est obligée. Voilà. Il faut donc aller au-delà du fonctionnement du Parlement. Parce que l'autre règle, et c'est ce qui s'applique à tous les parlements, c'est la règle de la majorité. Ça veut dire qu'il faut repartir plus loin au niveau des élections. Il faut que le RDPC n'ait plus 183 députés. C'est-à-dire qu'il faut que les autres partis s'activent pour ne plus avoir... ou combien, ou je sais pas combien. De toute façon, il faut que les autres partis s'activent pour avoir... Parce qu'on voit bien, par exemple, pour simplement avoir un groupe parlementaire,
c'est très difficile, c'est de la mer à boire pour certains partis politiques. Donc même au niveau des élections, il faut qu'on ait des élections véritablement démocratiques pour que les autres partis soient mieux représentés, que la représentation des autres partis soit plus réelle au niveau du Parlement et qu'il y ait véritablement un débat avec un règlement intérieur qui laisse prospérer. Christophe Mienzor, je veux revenir à vous. Tout à l'heure, vous n'avez pas pris la parole. Moi, je voulais vous relancer. Avant de parler de la proposition de loi, je voulais quand même qu'on soit d'accord que ce qui s'est passé à l'Assemblée cette semaine était du cinéma concernant... Non, c'était pas du cinéma. C'était des enchères non, c'était même pas des enchères. Alors que c'était, je voudrais dire, peut-être de la surenchère politique, parce que les députés du SDF voulaient profiter de l'ambiance actuelle pour un peu mettre du piment et peut-être assurer leur mandat. En réalité, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient poser un amendement, ce qui ne se fait pas, parce que le bureau d'âge n'a pour mission que d'élire le bureau. Il ne peut rien faire d'autre. Alors il voulait se faire voir pour dire qu'il voulait le premier vice-président, alors qu'il y a 2 vice-présidents anglophones. Mais ce n'est pas le premier vice-président. Oui, c'est pas le vice-président. Il voulait la première vice-présidente. Il voulait la première vice-présidente. Bon, c'était qui n'est pas prévu. Il voulait se faire voir. Il voulait se faire voir par leurs électeurs. Et puis ils savaient bien, ils avaient le règlement intérieur en main. Le bureau d'âge ne peut rien faire d'autre que d'élire, faire élire le bureau. C'est tout. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Vous voulez apporter une précision sur... Oui, je suis la proposition. Parce qu'il a dit qu'il y a une proposition de loi du MRC. J'ai vu le professeur aussi qui a dit qu'il n'y a pas de propositions de loi émanant des députés et qu'il n'y a que des projets de loi. L'autre aussi a parlé. Vous savez, tout à l'heure... Oui, des parlementaires en général. Tout à l'heure, il a bien parlé parce qu'on ne peut pas déposer une loi décousue. Et on accepte généralement des lois. On a suivi, lorsqu'il fallait parler de certaines lois, il y a des consultants. C'est un projet de longue haleine qui demande souvent beaucoup d'argent. Parce qu'il parlait qu'il n'y a pas de spécialistes de loi souvent à l'Assemblée. Et c'est vrai. Donc le temps qu'on fait une loi qui arrive à l'Assemblée, souvent elle a été relue, revisitée, reconsultée pendant 2 ans. Ça demande souvent assez de moyens, même dans des démocraties telles que ce qu'on essaye d'imiter en France. Il y a rarement de propositions de loi. C'est pas la principale raison. Oui, mais puisqu'on a vu des projets de loi arriver avec des dispositions anticonstitutionnelles, des projets de loi. Quand on dit projet de loi, ça dit c'est le gouvernement. Par exemple, le projet de loi sur le code électoral, il y avait une disposition anticonstitutionnelle. Ça va dans le sens de ce que je dis. Si même le gouvernement, avec tous les moyens et les experts qu'ils ont, ils ne parviennent pas à offrir des lois parfaites, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Vous comprenez donc un député. Parce que au MRC, je crois bien, si mes souvenirs sont exacts, il y a un seul député. Mais qu'est-ce que peut faire un député avec les moyens face à la majorité? Non, mais pour le travail qu'il y a derrière une proposition de loi, que peut faire un député pour proposer une loi pour un pays? Non, c'est pas face à la majorité obèse, mais c'est pour proposer une loi dont 20 millions de Camerounais peuvent en faire. C'est quand même un peu plus. Une loi est quand même un peu plus sérieuse que ça. Vous êtes des hommes de loi, vous me l'avez dit, mais je pense que des lois, c'est quelque chose quand même d'un peu plus sérieux que ça. Vous dites que le MRC, dans ce pays, est le mieux accompagné en termes d'intelligence juridique, je peux vous le dire. Parce que le MRC, c'est quelqu'un, le nie sur ce plateau ou dans ce pays. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Monsieur non, mais en matière de loi aussi, il faut de représentativité, mais combien de personnes adhèrent à vos vidéos? C'est nous qui avons... Non, la loi dit que vous devez... Oui, mais la loi reflète aussi quand même... Le président doit examiner cette proposition de loi et doit le faire avant de rejeter. Oui, mais quand on examine, on a rejeté votre loi, je crois bien. Non, mais les lois, ça va plus vite que ça, des propositions de loi. Non, il ne vous a pas rapporté de la vérité. On examine très tôt, la conférence du président est obligé de siéger une semaine plus tard. On le fait même dans le cadre des projets de loi. Une semaine après le dépôt, vous regardez, même les propositions de loi. C'est la proposition de loi du SDF. Ça a été vu, le président l'a rejeté la séance tenante. C'est moins d'une semaine après qu'elle soit arrivée. Ah mais c'est samedi vos amis. Non, c'est pas question d'amitié. Maître Emmanuel Sim, c'est pas un débat MRC, RDPC, s'il vous plaît. Vous allez me permettre d'avancer. Christophe Mienzor, on voit la reconduction de Niat et la reconduction de Kavaï. Comment comprendre le changement au niveau du groupe parlementaire de Peter Mafani Moussongé au Sénat? Mais pour une raison simple, M. Mafani Moussongé a été nommé quelques jours auparavant président de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Et je crois que les dispositions prévues dans le décret qui crée cette commission, on parlait d'incompatibilité. Et il se trouve certainement dans ce cas-là et ne peut donc pas exercer
peut plus continuer à exercer son mandat, vu donc l'ampleur de la tâche qui l'attend. Le parti en a pris acte, et puis un autre président a été élu au sein de au niveau du groupe de la présidence du groupe parlementaire de RDPC au Sénat. Je crois que c'est une raison aussi. Et Niat, comment on fait pour le remplacer après? Et il y a un mécanisme prévu. Monsieur Niat, il n'est plus sénateur, ça fait moins un. Qui ça? Monsieur Niat n'est plus sénateur. Monsieur Niat? Monsieur pardonnez-moi. Moussonga n'est plus. Il a un suppléant. Il a un suppléant. Il a un suppléant. Bon, ce suppléant va le remplacer. Dans ce cas, ce suppléant va exercer. Je crois que j'ai répondu à votre question. Maintenant, moi, je voudrais revenir sur quelques éléments du débat que j'ai entendu tout à l'heure. Il est évident, il faudrait être de mauvaise foi pour reconnaître, pour dire ou affirmer haut et fort que le fonctionnement de l'Assemblée ou du Sénat, c'est la perfection. Personne ne peut le dire. Il y a certainement des choses à améliorer. Il faut également être de mauvaise foi pour dire que tout est mauvais. C'est un peu le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Il y a de bonnes choses qui se font à l'Assemblée et au Sénat. Le Sénat encore, ça me paraît très tôt pour eux apporter un jugement. Vraiment, ils sont à 4 ans de mandat. Attendons la fin de ce mandat et on verra. Il faudra questionner. Moi, je suis pour que, à la fin de ce mandat, on questionne effectivement la contribution du... Oui, le mandat du Sénat. Mais bien sûr. Bon, quelqu'un en parlait tout à l'heure là des collectivités territoriales décentralisées. Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Moi, en tant qu'ancien maire, effectivement, je peux être quelque peu déçu de constater que il n'y a pas, même sur le plan institutionnel, comment cette articulation se fait entre les sénateurs, les conseillers municipaux. Quel rôle doivent-ils effectivement jouer? Et on voit bien, moi ce matin, dans Cameroun Calling, excusez-moi de parler de la CRTV, mais dans Cameroun Calling ce matin, j'écoutais un auditeur du Nord-Ouest qui disait que il est désagréablement, il est déçu de constater que autant les sénateurs du littoral et du centre vont régulièrement sur le terrain à la rencontre des conseillers municipaux, des populations, autant ceux du Nord-Ouest, on ne les voit pas sur le terrain. Il y a donc un problème. Comment les sénateurs peuvent-ils effectivement mieux représenter les collectivités territoriales dans un contexte où la décentralisation elle-même est sujette à de nombreuses interrogations? Il y a là un véritable débat qu'on pourrait poser au lieu de dire oui, le Sénat il faut le dissoudre, mais je crois que la véritable la voix avec eux du Sénat dans le paysage institutionnel sur ce plan là, elle reste encore à améliorer, même si sur l'autre plan, c'est-à-dire que le président du Sénat assure l'intérim. Vous le savez très bien. Au moins, c'est déjà une solution au problème institutionnel au Cameroun. Ça garantit la stabilité. Il y avait une autre avant. Non, monsieur. Non. Mais il y en avait une autre avant. Ok. À mon humble avis, c'est donc ça. À mon humble avis, chacun peut donner son avis là-dessus. Professeur Claude Abbé, vraisemblablement, quand on regarde comment les choses se sont passées cette semaine, on se rend compte que le pouvoir n'a pas cédé aux exigences anglophones. Et en revanche, on se rend compte sur le plan judiciaire encore, Maître Akere Mouna a été convoqué par le CED et Paul Aya reste toujours en prison. Moi, avant peut-être de répondre à votre dernière question, je voudrais vous dire que la politique, ce n'est pas uniquement la face visible. C'est-à-dire qu'il y a des symboles, il y a des signes et tout cela, il faut prendre cela en compte. Ce qui a eu lieu au Parlement, à l'Assemblée nationale cette semaine, c'était pas du cinéma, c'était pas du théâtre, mais tout simplement
un espace d'expression symbolique où des individus veulent mettre en lumière l'idée de la marginalisation des populations dites anglophones, mais que je préfère, si on veut limiter ça au nord-ouest et au sud-ouest, limiter à l'idée des populations piginophones, parce qu'en réalité, en termes d'anglais, c'est pas nécessairement là-bas qu'on trouve le meilleur anglais qui est parlé au Cameroun. Je mets à défi un certain... Tout comme on ne trouve pas le meilleur français parmi... Oui, ça c'est certain. C'est pour ça qu'on ne parlerait pas justement d'anglophone et de francophone. Et quand on prend également la dynamique arrière, qui veut que, en réalité, un certain nombre de dirigeances s'appellent par des petits noms très... Moi, j'ai été invité à Antaricon et autres, quand j'ai vu comment ces gens s'appellent avec ceux du pouvoir par des petits noms. Véritablement. Ce sont des copains? C'est en réalité ce qu'on ne dit pas à beaucoup de Camerounais. C'est-à-dire que quand on sort les gros muscles là, on dit on va attraper la machette là, une balle par ailleurs. On ne dit pas au même moment qu'il y a un certain nombre de choses qui se déroulent sous la table et qu'on ne dit pas à haute voix aux uns et aux autres. Et donc le nom de la farce dans l'affaire, c'est le peuple. Mais maintenant, la question que vous me posez au sujet de M. Akere Mouna, voyez-vous, de mon point de vue, il a été l'un des acteurs qui ont pu dire un certain nombre de choses, peut-être en raison de ses opinions qui avaient pour une certaine, dans une certaine lecture qu'on peut faire, une volonté éventuellement de légitimer un certain nombre de revendications avec une pointe qui lui était particulière. Probablement, les autorités ont pu y voir des actes allant dans le sens éventuellement de la criminalisation du terrorisme. Peut-être ne faut-il pas aussi aller trop vite en besogne. On ne sait pas de quoi il s'agit. Il faut savoir raison garder. Peut-être où. De ce point de vue, permettez-moi. De ce point de vue-là, je continue de parler au conditionnel. Parce que j'ai eu une impression que vous ne m'avez pas suivi. Oui, d'accord, on vous a compris. Et donc, éventuellement, il se pourrait que ce soit éventuellement cela. Peut-être a-t-il d'autres questions, mais quand on voit la mise en agenda de la question, il y a une possibilité de faire que mon hypothèse, selon laquelle la question dite anglophone ne serait pas innocente. C'est-à-dire que ce soit, tout à fait, que ce soit officiellement ou officieusement, de toutes les façons. Il y a donc vraiment en termes de quelqu'un qui observe la scène politique camerounaise, on ne peut pas du tout penser à un seul moment que l'analyse que je fais soit une analyse où il faut botter en touche comme M. Mienzo. Non, il n'a pas botté en touche. Il a juste dit de ne pas aller vite en besogne. Tout simplement. Je n'ai pas parlé au conditionnel et je suis compris, on ne discute dans des hypothèses. On ne discute pas là. On ne discute pas là-dessus. Je ne le fais pas. Vous étiez dans des hypothèses. Mes hypothèses on va pas s'attarder là-dessus. On s'est compris. On s'est compris, s'il vous plaît, sur cette question. On précise que Maître Akere Mouna, qui était accompagné d'une dizaine d'avocats, est rentré. On était 200 avocats minimum. Il y avait 22 qui ont assisté à son interrogatoire. Et puis on a quand même déjà une idée sur ce qu'on lui reproche. Ce sont des faits, ce ne c'est pas de la supputation. Oui, je suis tenté de... D'accord, c'est pour ça que moi je voulais vous relancer. Je veux dire que... Il faut informer l'opinion. Jean-Alain, moi je voulais quand même vous relancer sur cette question parce que Maître estime qu'il y a le droit de réserve, ne doit sûrement pas se prononcer sur cette question, mais vous, qui êtes journaliste, les faits, et vous avez le devoir je pense que sur cette question. Je suis tenté de dire que Claude Abbé a gratté où ça démange, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose en rapport avec la crise anglophone. On repose, je pense, à Maître Akere Mouna. Selon son avocat, l'un de ses avocats, tout au moins le bâtonnier Nyekamga, on lui reproche quoi? Une contribution intellectuelle à la crise anglophone à travers 2 tribunes publiées dans un quotidien La Place. C'est clair. Bon, maintenant, dans le détail, certainement, la suite de la procédure nous dira. Est-ce que le développement de tout ce qui se sont passés
tout au long de cette semaine peut contribuer à ramener, à résoudre le problème anglophone? Mon humble avis, c'est que ça pourrait d'une manière ou d'une autre contribuer à radicaliser ceux qui œuvrent du côté de la partie anglophone, parce qu'au même moment que Maître Akeremoun est convoqué dans des conditions plus ou moins troubles, on voit qu'il y a un nouveau dossier qui est sorti contre les membres du consortium qui sont déjà en procès du côté du tribunal militaire. Moi je dis, lorsqu'on veut jeter l'huile sur le feu, on ne s'y prend pas autrement. On ne s'y prend pas autrement, et c'est pour ça que je continue de me poser la question de savoir ce qui conseille le président de la République. Je vais même plus loin me demander, est-ce que le président est au courant, le président de la République qui tient à la paix comme à la prunelle de ses yeux, est-ce qu'il est au courant de tout ce qui se passe? Est-ce que des gens justement ne sont pas dans ce que quelqu'un appelait la théorie du complot, c'est-à-dire qu'on est en train de lui agiter le chiffon rouge du complot contre lui, alors qu'en réalité il y a quand même des leaders qui sont connus, qui font des contributions dans le cadre de la République, qui ne promeuvent pas la sécession, parce que nous tous, autant que nous sommes autour de ce plateau, nous sommes contre la sécession, qui disent que bon, voilà, il y a le fédéralisme, il y a ceci, il y a cela. Je pense qu'on doit rester dans le débat et non transformer la scène politique en une espèce de ring où les plus forts terrassent les plus faibles et tout. C'est ça qui serait dangereux. Alors, deux dernières questions pour sortir de ce débat. D'abord, vous, Maître Emmanuel Sim, est-ce qu'on s'éloigne du dialogue avec des anglophones qui réclamaient des postes qu'ils n'ont pas eu, et la convocation d'Akeremouna, et puis toujours la détention d'Aya en prison? On s'éloigne du dialogue dans la question anglophone? Oui, c'est là évident. Moi je pense que lorsque le ministre de mon pays est reparti il y a quelques jours au nord-ouest en négociation, on lui a demandé, vous venez négocier avec qui ici? Ceux avec qui vous négociez sont en prison à Yaoundé. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Et du coup il n'y a pas eu de dialogue. En tout cas, il n'a pas ramené l'état de ce que son dialogue a fait aider productif. C'est vrai. Maintenant, moi je pense que en réalité, lorsque la question anglophone est née, avant qu'elle ait l'Assemblée nationale, le régime du RDPC a utilisé les trois baguettes qui lui sont habituelles. D'abord le pourrissement. Ils se taisent et disent on ne fait rien, on bouge pas, on fait comme s'il n'y avait rien. Les silences du président. Il y a toutes des thèses dessus. Le temps du président. Donc il laisse pourrir. Il ne bouge pas. Lorsque ça ne marche pas, il passe maintenant par le déni. On envoie des gens à la télévision dire mais il n'y a pas de problème, de quoi on parle? Nous nous portons bien. On a un premier ministre qui est anglophone quand même. Il parle de quoi? On est à quel pays? Il vient dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, ils font le déni du problème. Mais comment peut-on résoudre un problème si on ne reconnaît pas son existence? C'est très compliqué et c'est pour ça que cette affaire a perduré en dépit de ce que, bien avant, en tout cas nous au MRC, on a tiré l'alarme depuis 5 ans et récemment encore, même dans le 25 juin 2016. Donc ces gens ont nié qu'il y avait un problème et ne peuvent donc pas le résoudre. C'est ça le problème aujourd'hui qui est posé. Et lorsque donc le déni n'est plus tenable, on finit par dire oui, il y a quand même un problème, on reconnaît du bout des lèvres, mais qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on sort deux choses. Un, la roublardise, comme je l'appelle, c'est-à-dire qu'on essaie de bluffer, on crée une commission de ceci ou de cela, où on met d'ailleurs à la tête une personne plus ou moins controversée, et puis on fait la roublardise, on cherche des solutions, on essaie de corrompre des gens. Et quand ça ne marche pas non plus, à la fin, on fait donc ce que Boum appelle la question de la force. Les plus forts mettent les plus faibles en prison, on les arrête, on les intimide, on les influence, on fait de la violence politique. Le président Biya lui-même, et moi j'aime le citer, j'aime le citer en finissant parce qu'il y a ces militants ici, a dit le 10 février dernier, parlant aux jeunes, que des revendications corporatistes ont dérivé en réclamation politique. Et bien à ce moment-là, quand on fait une revendication politique, on attend une solution politique et non pas judiciaire et non pas de violence comme ça a été fait. Bouba, je connais ces gens qu'on a arrêtés. Je parle d'un Congo par exemple, c'est un ami de longue date. Quand j'ai appris qu'un Congo et qu'il est terroriste, je n'en revenais simplement pas. Okay. On le compare à un Boko Haram. Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on va s'entendre? D'accord, c'est selon la loi antiterroriste. Cette loi est mauvaise, d'accord. Dit avant, 10 000 fois. La loi est due, mais elle reste quand même la loi. Alors, honorable, pour finir à entendre parler, Maître Emmanuel Sim, doit
doit-on se résigner à vivre avec ce problème anglophone? Non, mais je suis un peu déçu là, parce que tout à l'heure, il se revendiquait être un homme de droit et tout ça. Je le suis, je me revendique pas. Je suis avocat depuis 25 ans, monsieur. Voilà, avocat depuis 25 ans. Mais vous êtes dans un pays de droit. À quoi servent donc les lois? Tout à l'heure, il vous a parlé de complicité intellectuelle. Une loi, aussi mauvaise soit-il, elle demeure une loi. Si vous le laissez aussi, vous le laissez aussi parler, maître. Si vous avez parlé, vous allez laisser parler. S'il vous plaît, vous allez laisser parler, je vous en prie. Je voulais vous dire, une loi aussi mauvaise soit-elle, elle demeure une loi. On ne revient pas sur la loi. Elle est déjà votée, on l'applique. Ce n'est pas un problème politique. On vous a compris, poursuivez. Oui, vous voulez donc l'impunité? Ne répondez pas, maître Sil, poursuivez dans votre argumentaire. C'est un pays de droit. Pour ça, moi, je ne reviens pas. Il y a Boyomo tout à l'heure qui parlait des faits qui sont reprochés à Maître Akeremouna, et je crois que nous sommes mal placés pour juger de ce que la loi peut dire sur ça. Il faudrait avoir vraiment beaucoup de retenue sur ce qui... Sur la question anglophone? Non, pas sur la question anglophone. On doit se résigner à vivre... Non, pour la question anglophone, telle que c'est dit, et qui a... Moi, je suis bien placé. Mon intelligence... Vous le laissez quand même terminer aussi. Non, il ne va pas nous... S'il vous plaît, vous le laissez terminer. S'il vous plaît, vous le laissez terminer. C'est impossible. On ne peut pas parler tout ça, je parle des lois. Non, vous ne pouvez pas dire qu'on est mal placé. Il faut pas qu'il y ait l'impunité au Cameroun. Oui, on vous a compris. On vous a compris. On vous a compris. S'ils savaient qu'ils ont posé des actes contre la République et qui sont contre la loi va sévir. Il faut qu'elle sévisse. Ils nous disent la même chose. D'accord. Alors, et je voulais revenir sur les postes, parce qu'il disait que des anglophones ont fait des revendications sur des postes et tout. Moi, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu qu'il y a des anglophones qui demandent à être président du Sénat. Je n'ai jamais entendu ça. Parce que, de toutes les façons, moi, je crois qu'un Premier ministre est mieux placé pour résoudre les problèmes de développement. Et il me souvient que ce poste de Premier ministre, quand le président de l'Assemblée était de la zone anglophone, c'est les mêmes anglophones qui sont allés trouver le président, le secrétaire général du comité central, et par ricochet le président de la République, pour demander la primature. C'est dire donc que le président ne reste pas sourd. Moi je le sais, que c'est les mêmes anglophones, et c'était des députés, je crois qu'à l'époque ils étaient une vingtaine, ils ont demandé la primature, et on leur a donné. Donc revenir sur ça, si on interrogeait les anglophones et qu'on leur demandait entre le poste du président du Sénat et le poste de Premier ministre, je crois que tous diront qu'ils veulent le Premier ministre, parce que c'est lui qui est un homme d'action. On vous a compris. Le président du Sénat n'est qu'un poste protocolaire. On vous a compris. Donc depuis qu'on parle, comme si c'est un fondement et qu'on s'accorde tous que les anglophones veulent la présidence du Sénat, c'est faux. Je crois que ce qui est plus utile... Vous ne pouvez pas parler en leur nom. Non, mais personne ne peut parler en leur nom. Terminez, ne tirez pas le débat, s'il vous plaît. Personne ne peut parler en leur nom, mais ils préfèrent, à mon avis, la place de Premier ministre que le président. Ok, alors on va terminer avec vous sur cette question, professeur. Je suis tout à fait désolé de voir, quand on a un parlementaire sur un plateau, je crois que ça doit être beaucoup plus sérieux que ce que fait M. Bachir. Vraiment, sous votre respect, c'est pas pour vous insulter. Mais je crois que vous devez parler au nom de la nation. Quand je regarde tel que vous faites, premièrement, vous nous mettez nous tous dans le point de vue nombriliste qui est le vôtre, et on est tous emballés là-dedans. Vous décidez pour ceux qui sont les ressortissants de la zone dite anglophone. Vous voulez décider de manière péremptoire. Mais vous voulez décider pour eux dire qu'ils veulent la présidence du Sénat. Où est-ce que c'est écrit? De manière péremptoire. Moi, je suis fondé à vouloir même la présidence de la République du Cameroun. Et donc, c'est des citoyens comme les uns et les autres. Je n'ai jamais entendu qu'ils veulent la présidence du Sénat. De mon point de vue, ce qui est en train de se dérouler, je pense que je suis malheureusement obligé de revenir vers ma théorie de la gouvernance que le Cameroun a inventée. Vous devez sortir par là, parce qu'on a plus de temps. Non. La gesticulation institutionnelle. C'est-à-dire l'art de faire semblant d'être en mouvement tout en étant sur place. C'est-à-dire en face d'un vrai problème, on multiplie un ensemble de démarches, d'institutions et tout le reste. Et le problème ne se porte jamais mieux qu'avant la création de toutes ces institutions. De mon point de vue aujourd'hui, il faut peut-être penser ailleurs ça se connaît, comparaison n'est certes pas raison,
mais aujourd'hui à avoir un véritable médiateur de la République. Parce que même la commission qui a été créée, c'est vrai, on va encore me dire que c'est hâtif de juger de son travail. C'est une commission, quand vous voyez ceux qui sont à l'intérieur, ça va être difficile qu'ils rencontrent une oreille attentive de la part de ceux qui sont braqués. Il faut peut-être un autre discours, il faut peut-être une autre manière de voir, en pensant à créer aujourd'hui un médiateur de la République dans ce pays. Alors, cher monsieur, médiateur, je finirai par là, un médiateur de la République qui aurait de la légitimité populaire, c'est-à-dire qui ne soit pas nécessairement issu du parti au pouvoir, de l'opposition, mais quelqu'un qui peut avoir une oreille attentive de la part des uns et des autres. Si des individus se mettent à crier que j'ai mal, il faut écouter ce qu'ils disent. Et quand ils le disent, vous trouvez là où il y a du juste et là où il y a de l'exagération. On a dit qu'ils n'ont pas mal. Excusez-moi, là où il y a de l'exagération, vous mettez peut-être ça de côté, parce que nous sommes tous d'accord de ce que le président a dit, que le Cameroun est un et indivisible. Personne n'est pour la sécession dans cette logique-là. De ce point de vue, il faut peut-être trouver une manière de gérer le multiculturalisme. Le Cameroun n'est pas le premier pays à affronter ce type de situation. Ce qui se pose, c'est un problème de défrancophonisation de l'État. Et aujourd'hui, il faut pouvoir... On vous a compris, professeur. On a abondamment abordé cette question. On va encore en parler dans les tout prochains jours. Je vous invite maintenant à aller du côté d'Ombessa. C'est dans la région du centre département du BAM Noubou, avec cette affaire qui défraie la chronique, le jeune Bello victime d'une vindicte populaire. Le reportage est réalisé avec le concours de notre correspondant sur place là-bas, Anissé Baïa, et bien sûr Arnon Guefak et André-Marie Dia. Une image, une terreur. Ça blesse les yeux, ça blesse les âmes, sensibles ou non. Nous sommes à Ombessa, dans le département du Bam-et-Noubou. Ibrahim Bello, 21 ans, les deux jambes devenues presque squelettes, les pieds entièrement soustraits. La main gauche encore sous le traumatisme de ce châtiment subi du 5 au 8 février dernier, dit-on. Un châtiment qui aura dépassé même celui de Jésus sur le chemin de croix. Quel que soit ce qu'il ait pu faire, quel que soit ce qu'on peut reprocher à un être humain, rien ne justifie un tel traitement. De quel péché est-il donc coupable pour mériter cet enfer de son vivant? La victime a perdu la parole depuis 3 semaines. Narration d'un témoin. C'est la scène que moi-même j'ai vécue ici à Ombessa. On a accusé cet enfant qu'il a volé la voiture, qu'il voulait voler la voiture. Mais quand nous, on nous a appelés, on est venu, on a trouvé, on lui a tapé et amené au niveau des commissariats. Arrivé maintenant là-bas au niveau des commissariats, on lui a encore tapé là-bas pour demander. Il a dit que lui, il a vu la cigarette dans la voiture, qu'il voulait prendre la cigarette pour fumer. Et maintenant alors, on l'accusait que c'était le vol qu'il voulait faire. Maintenant, c'est au niveau de au niveau des commissariats qu'on lui alors a tapé bien même et licoté avec la fronde et lui menotté au niveau de la fenêtre. On lui a fait ça. Faire ça, c'est le soumettre à l'électrocution ou à toute autre forme de torture, selon les témoins, comme au monde de la barbarie. Les éléments du poste de police d'Ombessa sont incriminés, mais pas d'interlocuteurs là. Mais les informations recueillies font état de ce que Ibrahim Bello, appréhendé en flagrant délit de vol de véhicule ou dans le véhicule, est tombé sur le coup d'une vindicte populaire avant d'être conduit au poste de police le 5 février 2017. 2 jours dans les cellules, puis relaxé le 7 février à 13h36 à cause, dit-on, sur la main courante d'abandon volontaire du plaignant et santé précaire. Question, c'est quoi la santé précaire? Un témoin évoque l'idée de l'élimination même qui aura traversé l'esprit là. On lui prie pour dire qu'on peut lui jeter en brousse. C'est un qui dit que non, comment un être humain comme ça on peut lui prendre à aller jeter en brousse? Bêta que on peut lui laisser à l'hôpital.
Il sera reçu à l'hôpital un jour plus tard. Son état de santé a déjà amorcé le virage du pire. On a reçu ce patient de 21 ans le 8 février 2017 dans un contexte d'ischémie des deux membres inférieurs suite à de multiples traumatismes non difficiles. Il est arrivé, il était dans un état presque de décomposition déjà. Bon, du jour jusqu'à aujourd'hui, il a quand même souffert. Il a eu des blessures vraiment qui n'étaient pas... Si tu n'avais pas le cœur, tu ne pourrais pas regarder. Que de questions finalement sans réponse. Quel sévice a-t-il bien pu subir? Électrocution ou acide versé sur les jambes? Où lui a-t-on fait ça au juste? Au poste de police ou au cours de la vindicte populaire? La hiérarchie policière a prescrit une enquête approfondie. Bravo des infirmiers du centre médical d'Ombessa, pris en charge jusqu'à son évacuation pour l'hôpital central ce 24 mars. Le reste à Allah, le Seigneur. Sacré Arnaud Nguefak, avec ces images qui donnent la chair de poule sur cette affaire encore qui est loin d'être terminée. Je crois qu'une enquête a été ouverte sur la question pour établir les responsabilités soit de la police ou soit des personnes qui sont coupables de ce genre de choses. On va parler maintenant d'autre chose, du RDPC encore. Qui fêtait... sur cette affaire-là, vous voulez dire en un mot? Oui, en un mot. Non, je pense que moi j'ai été voir ce garçon personnellement il y a 2 ou 3 jours à l'hôpital central. C'est un miracle qu'il soit vivant. Parce que quand j'ai vu ce garçon, je me suis dit comment un être humain peut survivre à ce genre de blessures. Et que sûrement il faudrait que les scientifiques le prennent pour l'examiner. Ce gars, c'est un immortel. De faire 2 mois avec de telles blessures qu'on a vues et de survivre à ça. Maintenant, je pense qu'il faudrait, et il semble que vous le dites qu'on a prescrit une enquête, je ne sais pas qui, mais je pense aussi qu'il faut, au-delà de l'enquête administrative, qu'il y ait une vraie enquête judiciaire neutre, par une plainte, et qu'on entende les personnes qui étaient quand même dans le circuit de cette affaire, à partir du confrère, c'est un avocat apparemment qui avait dit que c'était un voleur, à partir de lui jusqu'à ceux qui l'ont gardé au centre de santé de Mbessa, au sous-préfet qui était informé, aux policiers qui l'ont gardé pendant 2 jours et tout le reste. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie enquête, parce que ce que moi je crains, c'est que demain cette affaire soit enterrée simplement et qu'on ne sache jamais la lumière. Si on laisse que c'est une commission d'enquête, je ne sais pas moi, administrative, qui soit mise en place. Je reviens des Ezeka, hier, là encore, on sait très bien qu'il y a des morts à Ezeka, on a mis une commission d'enquête en place, on n'a pas de résultats des mois après. Donc vous comprenez que l'expérience des commissions au Cameroun nous permet d'avoir des doutes sur l'efficacité qui sera accordée à ce dossier. Et c'est pour ça qu'une plainte sera déposée formellement et qu'une enquête sera ouverte dans ce dossier, une enquête judiciaire. Merci Maître Emmanuel Sim. On en vient maintenant au sujet, la deuxième thématique. Le 24 mars dernier, le RDPC célébrait son 32e anniversaire. Je commence par vous. Comment est-ce que vous avez célébré ce 32e anniversaire dans le RDPC? Conformément au... C'était des agapes? Non, il n'y avait pas d'agape. Pas de folklore aussi? Non plus. Je crois que la circulaire du secrétaire général du comité central qui encadrait la célébration de l'anniversaire était suffisamment claire. L'unité de célébration, c'était la section, et il était demandé aux militants, aux responsables du parti de réfléchir autour de la thématique qui avait été communiqué aux militants un mois auparavant, à savoir l'unité derrière le président pour la consolidation de l'intégration nationale, qui est le gage de la performance économique durable dans notre pays, gage du vivre ensemble également. Donc
les manifestations se sont déroulées conformément à ces directives du secrétaire général du comité central, et il y a de moins en moins d'agapes, de moins en moins de bombance dans les manifestations du RDPC. Qu'est-ce qui faisait la particularité cette année? La particularité cette année, c'est le contexte dans lequel nous vivons. C'est les événements de Bamenda, c'est le contexte d'insécurité qui prévaut dans l'extrême nord, un peu dans la région de l'Est, et on questionne également la capacité de notre pays à relever les défis économiques, parce que faut savoir que toute politique, on peut parler de paix, on peut parler d'intégration nationale, toute politique qui ne se traduit pas par le bien-être des populations n'est pas une bonne politique. Voilà, faut dire les choses comme ça. Et quand vous regardez ce qui vient de se passer là, et si vous avez en tête que la politique justement sert à réduire la misère et la barbarie du monde, vous ne pouvez que condamner ce qu'on vient de voir là, ce qui est insoutenable. On ne sait pas, on attend donc et on espère qu'il y aura des résultats à cette enquête, parce que dans un état normal, personne ne peut rester indifférent, insensible à ce qu'on vient de voir. Et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse accepter. Si ça a été fait par, je ne sais très bien qui, il faut bien que des sanctions soient prises. Donc la politique est là pour ça. Et le RDPC, 32 ans après, essaye, avec beaucoup de difficultés, avec ses forces, ses faiblesses, ses atouts, ses qualités, de se montrer à la hauteur. Mais ce n'est pas du tout facile pour beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons qui sont internes, qui sont externes au RDPC. Mais il faut quand même constater que 32 ans après, le parti est là. Le parti est là. Maintenant, chacun peut convoquer les arguments qui militent pour l'argumentaire qu'il veut développer. Et certains, on va dire qu'en 32 ans, le RDPC a pu pour l'essentiel conserver les majorités aux différentes assemblées, remporter les élections. C'est une très bonne chose de conserver le pouvoir, parce que c'est ça. Le RDPC a, je dirais, le privilège d'être né, entre guillemets, au pouvoir. Et il a su le conserver. Mais maintenant, l'autre question, c'est qu'est-ce que nous avons fait de ce pouvoir? Qu'avons-nous fait de ce pouvoir? Est-ce que ce pouvoir-là, il est effectivement utilisé pour résoudre les attentes, les aspirations des populations? Et ça, c'est un autre débat que nous sommes prêts à voir avec nos contradicteurs. Ok, d'accord, vos contradicteurs du MRC et même du SDF. Honorable Ali Bachir, on reste toujours dans le RDPC. On rappelle que vous êtes député RDPC de la VINA, c'est dans la Damawa. Est-ce que 32 ans après, le RDPC fait rêver? Absolument. Moi, je sors d'un Gaoundéré, là où il y a eu un ralliement fort. Il y a plus de 300 personnes qui venaient, je pense, du SDF ou de l'UNDP qu'on a installé avant-hier. Ils ont abandonné le SDF. Ils ont abandonné le SDF et l'UNDP au profit du RDPC. Je les ai installés. Et d'autre part, j'ai procédé aussi à l'installation de 3 sous-sections dans des quartiers où il n'y avait pas le RDPC. J'ai installé un comité de base du RDPC. Le RDPC fait rêver. Et vous le savez très bien, la conquête du pouvoir, c'est ça d'abord, un parti politique et la loi de la majorité. Incontestablement, aujourd'hui, nous savons que le RDPC, c'est le parti leader, c'est le parti qui est implanté sur toute l'étendue du territoire national, c'est le parti qui a le plus de militants, c'est le parti qui fait rêver, c'est le parti qui a un fort potentiel d'intellectuels et des hommes capables de répondre aux problèmes du Cameroun aujourd'hui. C'est pas vous que je montre. Donc le RDPC ne peut faire que rêver, parce que à travers, depuis l'avènement de l'aide démocratique au Cameroun, le multipartisme de 1993, en ce qui nous concerne, puisqu'il faut parler de ma circonscription politique, nous sommes allés crescendo, le nombre de militants s'est accru. Et là aussi, il y a des acquis, et de par des réalisations concrètes, parce qu'il faudrait le dire, que tout ce qui se passe sur le terrain en termes d'investissement et de développement, l'antichambre, la théorie se fait
dans le RDPC. Et ce qu'on voit à travers tout ce qui jaillit, tout ce qui se fait de bien en termes de grandes réalisations ici dehors, c'est le côté concret donc, de ce que le RDPC fait en théorie derrière. Donc on ne peut être que satisfait et se dire que pour le RDPC, le meilleur est à venir. Alors Georges-Alain Boyomo, à l'écoute, on va dire, entre guillemets, de ceux qu'on appelle les biaïstes au sein du RDPC, ils disent que les réformes sont bloquées au sein du parti. Par qui? Je suis tenté de penser que il y a quand même un certain nombre de réformes qui ont été édictées lors du dernier congrès ordinaire, qui n'ont pas encore été traduites dans les faits. Je ne sais pas, le rythme du RDPC est chevillé à celui de son président national, vous savez, le temps du président. Donc, mais le temps n'est pas toujours en faveur du président. C'est que le temps, c'est une donnée très instable. Et donc, voilà, et donc on devrait plutôt prendre le temps comme un allié. De manière générale, je pense qu'on revient progressivement au paradigme dicté par un illustre contemporain, éminent membre du RDPC, qui disait que le RDPC ne doit pas être un parti où on danse plus qu'on ne pense. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé au cours de ce 39e anniversaire, on a le sentiment que le RDPC est redevenu un parti justement où on danse plus qu'on ne pense. Il y avait un thème qui était lié au vivre ensemble, à la paix, à l'unité nationale, mais les images que moi j'ai vues à la télévision, que ce soit Canal 2, que ce soit la télévision publique, j'ai eu le sentiment que les gens se sont plus trémoussés et autres. Georges-Alain, si vous permettez, votre temps non, un reportage télé, c'est une affaire de 1 minute 30 C'est une affaire d'1 minute, mais à la sciature, 1 minute 30 secondes. Vous savez, à la télévision... Un meeting qui a duré des heures et des heures, on a montré quelques séquences de quelqu'un qui s'est trémoussé. Vous n'allez pas conclure. Le diable, justement, est dans ces détails-là, ces éléments que vous estimez. Ce sont des éléments d'animation. Non, le diable est justement dans ces éléments-là. Et je vous signale quand même que vous avez été journaliste d'un média public. On ne peut pas permettre à un journaliste d'un média public de choisir rien que ce que vous estimez être là ce soir par rapport à la ligne éditoriale. Et donc, si on voit que dans un média public, on a choisi des images où les gens étaient plus en train de danser, au lieu d'une conférence où on parle du vivre ensemble, où on parle de la commission, je dirais, du multiculturalisme et autres, on est tenté de dire que ce parti-là est redevenu un peu... donc, voilà, c'est mon sentiment. Et puis, je pense que finalement, on ne va plus au RDPC par conviction. Ali Bachir, avec qui j'ai travaillé comme homme politique, j'ai été journaliste du côté du Grand Nord, c'est Ali Bachir réputé être un déboucheur des militants dans d'autres partis. Peut-être qu'il faudra mener une enquête s'il s'agit véritablement de militants qui sont partis d'un parti à l'autre, parce qu'il y a eu une polémique par exemple à l'Est, où on a vu une horde de militants de l'UNDP qui ont été entre guillemets débauchés par le RDPC. Et après, ces gens, ils sont venus dire que non, vraiment, nous, on était juste là pour la mise en scène. Donc, mutation, parce qu'on va mener une enquête si effectivement ces gens ont rallié le RDPC. Je pense globalement qu'aujourd'hui, on va au RDPC par opportunisme, c'est-à-dire des gens veulent un parapluie par rapport à un certain nombre de casseroles qu'ils traînent. Les gens ils vont également, pour se protéger, ça rentre un peu dans la première catégorisation, mais il y a plus de gens qui se recrutent dans la masse, qui vont pour des raisons alimentaires vraiment au premier sens du terme. C'est-à-dire on va par exemple à l'anniversaire parce qu'on sait que ce jour-là, il y aura à manger, il y aura à boire. On peut également rencontrer une élite qui n'est pas très régulière dans le coin. Qu'est-ce qui se passe dans les urnes? Qui vient... bon, on pourra faire le débat des urnes. Alors, on pourra faire le débat des urnes. Donc, voilà un peu l'image que moi j'ai de tout ça. On espère que ce soit le cas comme Christophe. On vous a compris. Professeur Claude Abbé, est-ce que la longévité de Paul Biya n'a pas installé au sein du RDPC une certaine usure? Vous savez... c'est le sociologue que j'interroge. Bon, je ne suis rien d'autre que sociologue. Rien d'autre que sociologue. Même en tant que citoyen, même en tant que citoyen, j'entraîne toujours ma sociologie avec. D'accord. Pour moi, il y a une usure du pouvoir qui entraîne nécessairement un pouvoir usurier. C'est-à-dire le pouvoir usurier, c'est qu'en fait, ayant fait un peu le vide autour de soi, parce que le pouvoir usurier, on use les uns
et les autres qui étaient très pressés de s'installer à un endroit avec la durée et la temporalité. On n'use pas que l'opposition, on use également même ses camarades, même les soutiens autour desquels on en était. Mais de mon point de vue, encore une fois, je vous dirais, c'est pas un problème d'individu, c'est un problème de vision par rapport à la société. Si on a un individu qui a une vision par rapport à la société et qui met cette vision-là en œuvre, surtout, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une vision, il faut maintenant pouvoir la mettre en œuvre. À partir de cet instant-là, ça marche, puisqu'on voit par exemple le cas Kagame, comparaison n'est pas raison, mais quand vous arrivez à Kigali au Rwanda, vous voyez bien que le temps n'est pas constitue aujourd'hui moins un problème pour les Rwandais, puisqu'on voit bien comment ce pays progressivement est en train d'émerger malgré la longévité de M. Kagame. Donc de mon point de vue, le RDPC devrait peut-être aujourd'hui s'interroger, est-ce que le rapport au pouvoir a été un rapport qui a permis au RDPC de peser suffisamment et d'avoir une emprise sur la conduite des choses. Pour ma part, je suis un peu dubitatif. Parce que pour ma part, j'ai une impression que le RDPC semble avoir davantage une capacité de pression sur un certain nombre d'individus qui sont au pouvoir. Les grandes sorties au niveau du congrès du RDPC que fait le président du RDPC à cette occasion-là, on voit bien qu'il y a maille à essayer de le traduire dans les faits. Il n'y a qu'à voir la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, c'est une activité, la corruption se porte tellement bien dans notre contexte qu'aujourd'hui, il vaut mieux aller apprendre la corruption que de passer le temps, les techniques de corruption, que de passer le temps à étudier tel que nous autres, parce que c'est un perdant de ce point de vue-là. Donc, de mon point de vue, il y a peut-être un besoin 32 ans après la mutation de l'UNC en RDPC, pour le RDPC d'essayer de se regarder véritablement en face pour, je n'appellerai pas ça des états généraux, mais en réalité c'est tout comme pour essayer de voir quelle est finalement l'impulsion que le RDPC peut avoir auprès du président national de ce parti et qui est également président de la République, pour voir comment tout ce qui est développé dans les textes, qui est développé en termes d'idéologie, de projet de société, est effectivement implémenté sur le terrain. Voilà, Maître Nanessim, sur la longévité, toujours, cette semaine, le président de la République en visite en Italie a déclaré qu'il y a un gouvernement en place depuis 34 ans. C'était 30 ans, c'était pour vous, de votre point de vue, c'était de la vantardise tout court, ou alors c'était de l'ironie? Écoutez, si vous m'invitez pour demander si Biya se vante, c'est pas important. Je suis un homme politique, vraiment Biya peut se vanter. C'est un Camerounais normal. Il semble que nous sommes des vantards. Quand vous voyagez à l'étranger, vous reconnaissez les Camerounais très vite. Vous oubliez que les humains nous viennent de l'Est et c'est littoral, nous sommes pareils à l'étranger. On nous reconnaît très vite parce que nous avons cette qualité de... Le Camerounais, vraiment, c'est un vantard. On le sait, les Iraniens le savent, les Togolais le savent. Donc, pour Biya, c'est un Camerounais, qu'il se vante, ça ne m'étonne pas. Donc, moi, c'est pas la question qu'on va se poser. Par contre, ce que je ne comprends pas, pour commencer, c'est que j'entends des gens, même ce matin encore ici, dire que c'est passé à 32 ans. Mais non, le RDPC n'est pas 32 ans. C'est une escroquerie qui dit ça intellectuellement. C'est pas vrai. C'est quoi la vérité? Non, le RDPC a 51 ans. Parce que, voyez-vous, en 85, le président de la République, déjà, président de l'UNC, vient à un congrès à Bamenda et dit que, fait adopter des textes qui disent que le parti dénommé UNC change de nom et s'appelle désormais RDPC. On n'a pas créé un nouveau parti à Bamenda.
Non, pas du tout. Le président de l'UNC était le président du RDPC, le SG de l'UNC, Singapour, SG de l'URDPC, les infrastructures, maison du parti. Ah, tiens, on appelle encore ça jusqu'à présent maison du parti, vous voyez. Ils ont gardé la structure de parti unique. Donc, sont devenus les biens du RDPC. Et donc, on ne peut pas dire que c'est peut-être en 2 ans. Non, ce n'est pas vrai. Je prends des exemples très simples. Il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, l'Union européenne fêtait 60 ans. 60 ans. Or, on sait très bien que ça ne s'appelait pas au départ Union européenne, ça s'appelait la CEE. dont le nom a changé entre temps. Maintenant, on va dire que l'Union européenne a 10 ans, quand le nom a changé. Cela veut dire que changer de nom n'entraîne pas le changement d'âge. Si Mienzok, et il peut le faire, décide qu'il change de nom, le président de la République peut l'autoriser, mais pourtant son âge change. Et c'est peut-être commencé à faire par une escroquerie générale, et qu'on a accepté nous tous. L'Union africaine vient de fêter il y a 4 ans son cinquantenaire de la Renaissance, c'était là le titre. Mais on sait bien que ça a commencé par OUA avant de devenir UA. Mais est-ce que là va changer? C'est pour dire qu'en fait, il y a eu dans ce pays, et c'est comme ça partout, une escroquerie générale qui est devenue normale. Le plus l'abbé accepte, non, tu ne peux pas dire que moi je l'accepte. Il a pris juste un exemple. J'ai dit tout à l'heure qu'il a muté. Un exemple, terminé. Donc c'est pour dire que moi je pense qu'il y a un problème. Mais maintenant, sur le fond, je considère, moi je suis membre du parti politique, je considère que le RDPC, je ne suis pas son comptable matière, ni son commissaire au compte. C'est l'association privée qui gère. La question, c'est que quel est le rapport que ce parti a eu avec le pouvoir qu'il a. Mais moi, je vois un problème aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on dit. Chaque année, on revient ici pour dire les 30 ans, 31 ans. Chaque année, c'est un rituel. Mais moi, je dis ceci. La déficience criarde de M. Mienzok, c'est que vous n'avez pas réussi à créer au Cameroun des vraies conditions du vivre ensemble, voyez-vous. Ça a été un échec. M. Dia est parti sur la notion, il nous a dit qu'on passe de l'unité nationale à l'intégration nationale. Je pose la question, cela veut dire quoi? L'unité c'était entre 2 États en 72. On passe à l'intégration nationale, nous avons annoncé. Est-ce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, où des gens se réclament plus de leur tribu, même au barreau, je regrette de le dire ici, les gars se réunissent entre avocats de telle tribu ou de telle région. Donc on a créé comme des murs entre nous, et non pas des ponts dont on ne s'est pas intégré. Et moi, c'est un échec. Et la question anglophone aujourd'hui vous donne au visage le vrai grand échec, au-delà des autres, que les autres peuvent souvent analyser de temps en temps, sur les camps peu pinailler, sur l'économie et le reste. Mais là, quand même, c'est incontestable que vous n'avez pas réussi à faire du Cameroun une nation. Vous avez hérité d'un État, vous n'avez pas réussi à faire une nation où des gens se considèrent d'abord comme Camerounais, comme vous et moi, nous sommes à ce niveau, mais où des gens se considèrent d'abord comme étant de l'Est ou de l'Ouest. Je pense que là, sur ce point, il y a quelque chose de dramatique qui s'est produit. Vous avez manqué de pouvoir faire que notre pays soit une nation, je le regrette. On va aller très rapidement, il reste 5 minutes. D'abord, avec vous, une question à 2 volets. À quand le congrès ordinaire du RDPC? Ça, c'est le premier volet. Second volet, qu'est-ce que la célébration du 32e anniversaire du RDPC peut changer dans la marche du parti? Le congrès, je vous renvoie à la réunion, au communiqué qui a sanctionné la réunion du bureau politique au mois d'octobre dernier, si je ne m'abuse. Hein. Voilà, donc je vous renvoie à ce qui a dit clairement que le congrès se tiendra lorsque toutes les conditions seront réunies pour qu'il puisse se tenir. Maintenant, la deuxième question sur qu'est-ce que le 32e anniversaire apporte. Un anniversaire est fait aussi bien pour les êtres humains que nous sommes ou pour les associations. 2 choses, un regard rétrospectif et puis une projection. C'est ce que nous faisons pratiquement chaque année. Et c'est ça qui permet au RDPC, peut-être que ce n'est pas assez visible, mais c'est ça qui permet au RDPC de corriger. Quelqu'un disait dans nos rangs, quelqu'un de regrettée mémoire aujourd'hui, que notre autocritique dépasse la critique que nos adversaires peuvent faire. Vous comprenez? Notre autocritique, elle est forte. Elle est forte. Donc quand moi je viens sur un plateau, je ne viendrai jamais ici pour dire que tout est mieux dans le meilleur des mondes au sein du RDPC. Nous sommes conscients de nos faiblesses
Mais nous savons également ce que nous sommes capables de faire pour le bien de la nation. Et ce que vous avez dit, vous connaissez très bien. La réponse que je peux vous objecter, c'est que on ne change pas une société par décret. Le président de la République, Michel Crozier, donc, le président de la République a une vision. Maintenant, il y a des difficultés. C'est lui qui dit, quand il arrive au pouvoir, le stade de l'unité nationale, on va passer maintenant à l'intégration nationale. Il y a des actes qui sont posés. Maintenant, si la mayonnaise ne prend pas, le président, son rôle, c'est de continuer à marteler. Quel acte a été posé, M. Miensakouka? Oui, mais bon. Non, je veux voir en 5 minutes, le résultat, n'est-ce pas, en 5 minutes, ce n'est pas possible. Moi, on est encore dans la question moi, j'essaie de vous laisser. C'est le résultat. J'essaie, oui. Pardon, mais on voit très bien que la crise anglophone. C'est le globalisme ambiant, vous le savez. Mais qui le fait? Lorsqu'on nomme les gens, on prend la liste, on dit dans cette liste, il y a combien de Bamlégués et de Bassa. On peut également rétorquer à ceux qui revendiquent. Vous savez, moi je ne voudrais pas porter un jugement de valeur sur nos compatriotes anglophones, entre guillemets. Je ne voudrais pas. Moi, je ne voudrais pas. Mais je crois que ce problème-là, l'État, sans pour autant exonérer des manquements qu'il y a eu, a beaucoup fait. Tout à l'heure, on a parlé de Maître Keremouna. Ce n'est pas parce qu'on attend une sortie de crise que l'État ne va pas continuer à fonctionner, que les institutions ne vont pas continuer à fonctionner. Les services de l'État sont là au cas où il y a des manquements à la loi et tout. Ils sont là pour faire leur travail. Et si jamais on trouve qu'il y a des choses à reprocher à Maître Keremouna, la justice sera là. Vous êtes avocat, vous irez le défendre devant les tribunaux. Alors, donc, honorable Ali Bachir, l'année dernière, on n'a plus de temps, s'il vous plaît, on n'a plus de temps. Il y a des questions, il faut respecter le temps en télé, ça ne blague pas. L'année dernière, il y a eu des appels à candidature qui ont fusé. Jusqu'à présent, le président n'a pas réagi, il fait la sourde oreille. Eh bien, cela témoigne simplement de la vivacité, du dynamisme du parti, comme on parlait les différents anniversaires. C'est le seul parti qui le fait, et ça se fait autour d'une thématique, c'est un thème qui est débattu. L'appel en candidature, c'était aussi une façon de faire vivre, c'est maintenir la flamme allumée, c'est maintenir une ambiance politique. On l'a dit, on voulait, et puis les élections, c'est l'année prochaine. Entre-temps, qu'est-ce qu'on dit souvent aux militants? Que ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit la poule ou la bête. Donc, de façon constante, je crois que le 6 novembre aussi, le RDPC rentre sur le terrain de façon à discuter avec les militants pour trouver les différentes solutions. Et puis, c'est pas que de la bombance. Généralement, un thème est déployé lors de toutes ces fêtes-là. Et il y a beaucoup d'activités, parmi lesquelles je vous parlais de la débauche des militants, par exemple. Il y a des conférences, il y a des activités culturelles, il y a des activités sportives. Et je crois que c'est une très bonne chose. C'est une chose. Vous voulez parler du débauchage? Du débauchage. Ah, d'accord. Ouais, du débauchage, effectivement. Du débauchage des militants, c'est ce dont je voulais faire allusion. Alors, merci, cher monsieur, d'être venu. Nous sommes malheureusement arrivés au temps qui nous est parti. Le temps va très vite. Merci. Mais laissez-moi vous féliciter quand même pour la tenue de ce débat et pour la qualité des invités que vous avez eus. Souvent, j'ai affaire à des gens du RDPC ou des partis politiques vraiment qui ne savent pas débattre. Merci. Merci pour ça. C'est que c'est une excuse adressée à merci à vous, Georges Alain. Merci, Maître Emmanuel. Merci à Bachir et Mienzok également. Alors, la rediffusion de ce programme, c'est lundi, quand il sera à 23h. D'ici à là, restez à l'écoute de nos programmes. Bienvenue.